Tout le monde dans cette académie sait que le département de forge est nul. Alors, quand la démonstration des meilleurs élèves de chaque département commence, personne n'attend rien du forgeron. Le premier à entrer dans l'arène est un élève du département de combat, et son adversaire est un robot de combat spécial de rang C. Et comme on s'y attendait, il le détruit d'un seul coup, envoyant valser des pièces dans toute l'arène. Tous les élèves l'applaudissent immédiatement. Ensuite, une élève du département de soutien s'avance avec son corbeau. Son adversaire est le même robot de rang C, mais avec une armure renforcée. Cependant, cela ne pose aucun problème à son corbeau. Il s'envole haut dans le ciel et lance une frappe unique et rapide, transperçant le robot en armure de part en part. Tous les élèves se mettent à l'acclamer comme si elle était un véritable prodige. Tous les professeurs et élèves sont certains que le représentant du département de forge sera tout bonnement humilié comparé aux deux précédents. Mais quand notre gars C1 entre dans l'arène, les choses prennent une toute autre tournure. On lui propose un robot de rang D par indulgence, supposant qu'ils n'est pas du tout au même niveau, mais il leur dit aussitôt de le remplacer par un robot en armure de rang B. Tout le monde est choqué par son choix, mais on lui prépare quand même le robot. Puis C1 commence à charger de mana l'épée dans son fourreau, un équipement qu'il a lui-même forgé. Au moment où tous voient la qualité de son équipement, il reste complètement sans voix. Pendant ce temps, C1 finit de charger son épée, et la puissance de sa flamme aux 5 couleurs est tout simplement incroyable. Même si le robot active son armure d'énergie, un seul coup de notre gars suffit à le réduire en poussière, tout comme la moitié de l'arène. Quand la poussière retombe, tout le monde est totalement bouche bée. Même le présentateur ne trouve plus ses mots. Alors, qui est exactement C1 ? Dans le passé, il était le plus grand forgeron du monde, mais même lui n'a eu aucune chance quand les 5 rois démons ont décidé de massacrer l'humanité à travers la mer de la ruine. Les héros ripostent et finissent par remporter la victoire, mais le prix à payer est absolu. Même avec la disparition des démons, il ne reste plus rien du monde. La majeure partie de la planète a déjà été engloutie par la mer de la ruine, et cette victoire a le goût d'une défaite totale. Lycéen, le dernier forgeron de l'humanité, fixe la mer infinie qui se rapproche à chaque seconde. À ses côtés se trouvent 3 héros mortellement blessés qui n'ont réussi à tuer les rois démons que grâce à l'équipement que notre gars a fabriqué pour eux. Mais maintenant leur heure a sonné, et C1 se retrouve seul, entouré par rien d'autre que cette mer sans fin. C'est alors qu'il décide de forger un tout dernier objet. Il ne lui reste presque plus de temps ni de ressources, mais avec sa compétence unique, il extrait un minerai spécial de son propre corps et commence à forger une dague. Et juste au moment où Léo l'atteint, il termine son œuvre, puis se poignarde avec. Au moment où la mer l'engloutit, une compétence cachée s'active, le retour à l'origine, puis tout plonge dans l'obscurité totale. Une lumière soudaine frappe ses yeux, et il se demande s'il est vraiment encore en vie. Une voix l'appelle le candidat Ali, un nom qu'il n'a pas entendu depuis 31 ans. En regardant autour de lui la scène de son examen d'entrée, il se demande si sa vie ne fait que défiler devant ses yeux, mais il se souvient alors de la dernière arme qu'il a forgée. La manifestation s'appelle le retour à l'origine, et ça le frappe d'un coup. C'est arrivé à cause de l'arme qu'il a créée à partir de son propre minerai de lien. L'instructeur le rabroue, lui donnant un ultime avertissement. S'il ne prend pas ça au sérieux, il va se faire virer. Alors que C1 ramasse son arme, son esprit vagabonde vers ses regrets passés. Il pense à la façon dont les choses auraient pu se passer s'il avait commencé plus tôt, se demandant s'il peut vraiment changer l'avenir cette fois-ci. Prenant l'arme en main, il se rappelle que le passé n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a une seconde chance. Il doit saisir cette opportunité pour protéger tout le monde. Cette seule pensée suffit à faire naître un sourire plein d'espoir sur son visage. La première chose sur sa liste, c'est de réussir l'examen de Babel. Trouver les 3 chiens devra attendre. Il se met au travail. Avec toute une vie d'expérience guidant ses mains, sa forge est si parfaite qu'elle attire aussitôt l'attention du surveillant. Le professeur se penche pour observer de plus près. Les coups de marteau de C1 semblent lents de l'extérieur, mais le rythme est parfait, créant une résonance claire et nette à chaque frappe. Après avoir vérifié les matériaux, le surveillant conclut que ce savoir-faire est de premier ordre. Même l'assistant en est stupéfait par la qualité. Tous deux sont certains que cette pièce est amplement suffisante pour réussir l'examen, mais à leur grande stupeur, C1 brise soudainement l'objet. Dans cette nouvelle vie, il n'est pas question de compromettre ses standards en fabriquant quelque chose de superficiel. L'assistant en est furieux, considérant cet acte comme une insulte à la forge, mais C1 demande calmement une chance de refaire l'exercice. Quand Anne essaie de protester, le surveillant le réprimande, faisant remarquer que C1 n'a enfreint aucune règle. Se tournant vers le garçon, le professeur lui rappelle qu'il ne lui reste que 40 minutes. C1 affirme simplement qu'il ne peut se résoudre à soumettre quelque chose d'aussi médiocre. Impressionné par son assurance, le professeur lui souhaite bonne chance. Notre héros recommence, mais il se heurte vite à un mur. Son corps plus jeune manque du mana et de la force physique dont il a l'habitude, et leur tourne. Il lui faut un raccourci adapté à sa situation actuelle. Soudain, un bruit étrange résonne dans la pièce, attirant l'attention de tout le monde. Les autres candidats regardent, incrédules. C1 infuse manuellement du mana dans des pierres d'allumage. Un candidat l'avertit que si elles prennent feu, elles vont exploser, mais notre gars ignore les cris de panique et jette les pierres directement dans la forge. La salle sombre dans le chaos alors que les élèves s'enfuient, quelqu'un réclamant même un extincteur. Même Anne supplie le professeur d'intervenir,
mais le surveillant reste calme. Il lui ordonne de regarder le flux du feu, refusant de paniquer comme un débutant. Devant eux s'élève un démon de feu aux 5 couleurs, des flammes à haute température renforcées par la résonance de différentes pierres d'allumage. C'est une brillante technique de haut niveau qui exige un contrôle précis du mana, mais utilise très peu d'énergie réelle. Les autres candidats ne peuvent qu'observer avec admiration la forge rester stable, réalisant que contre toute attente, rien ne va exploser. Le professeur remarque le changement de teinte du lingot de fer, reconnaissant la technique de haut niveau utilisant la résonance des pierres d'allumage pour amplifier la chaleur et accélérer le processus de forge. Malgré cela, en regardant l'horloge, il reste sceptique quant à la capacité de C1 à vaincre le délai des 30 minutes restantes. Alors que le martelage continue, le corps sous-développé de C1 devient son pire ennemi. Ses réserves de mana s'épuisent et sa barrière protectrice cède, le laissant endurer la chaleur brute de la forge. Il se fait la promesse silencieuse de prioriser l'entraînement physique une fois l'examen terminé, mais pour l'instant, il surmonte l'épuisement, utilisant chaque seconde restante. Quand l'instructeur appelle enfin à s'arrêter, notre gars parvient à terminer son œuvre, la lame de feu aux 5 couleurs, ce qui déclenche une notification du système lui accordant une compétence d'artisan unique. La qualité de la lame laisse toute la salle sous le choc. Les résultats de l'évaluation sont incroyablement élevés, et C1 propose avec désinvolture de laisser le professeur examiner les statistiques détaillées de l'objet. L'assistant en est si bouleversé par cette démonstration de talent qu'il déclare la réussite de l'examen sur le champ, oubliant momentanément d'attendre la décision officielle du professeur. Après l'examen, C1 se retrouve dans le bureau du professeur Kim In-keol. Bien que C1 réponde par une affirmation polie quand on lui demande s'il est satisfait de son travail, le professeur peut lire une insatisfaction persistante dans ses yeux. Allant droit au but, Kim In-keol suggère à C1 de retirer sa candidature, expliquant que le département de forge de Babel est un navire en perdition dont la réputation décline. C1 est déjà bien au courant du futur, où le département finit par s'effondrer et où l'Académie Vulcan prend la tête. Cependant, lorsque le professeur tente de l'orienter vers Vulcan, C1 l'arrête. Il corrige fermement la vision du professeur, affirmant que Vulcan ne sera pas le meilleur institut, car Babel est l'endroit qu'il compte transformer par sa propre inscription. En entendant l'audacieuse déclaration de C1, le professeur lui rappelle qu'il devra d'abord devenir le major du département. Notre gars ne s'y même pas. Il est tout à fait convaincu que, même au niveau étudiant, il joue dans une toute autre cour. Pourtant, décrocher la place de major des premières années à Babel n'est pas une promenade de santé. C1 en a bien conscience. L'Académie choisit le major lors d'un examen officiel à gros enjeux entre les 2 meilleurs élèves du département, et un seul repart avec le titre. L'Académie Babel est un labyrinthe massif divisé en 3 départements, Akarkuf pour le combat, Ur pour le soutien, et Borsipa pour la technologie. Dans chacun d'eux, des dizaines de spécialités s'entremêlent comme des racines désordonnées. Pour devenir major dans ce chaos, un élève doit éclipser tout le monde à travers ses innombrables spécialités et prouver qu'il est la crème de la crème. Le professeur est clairement impressionné, mais essaie quand même de le pousser vers l'Académie Vulcan, soulignant qu'un forgeron avec son talent y a sa place. C1 saisit l'allusion mais campe sur ses positions, insistant sur le fait que Babel deviendra la meilleure école une fois qu'il y sera inscrit. Le professeur trouve le gamin incroyablement arrogant, mais en réalité, cette attitude n'est pas pour lui déplaire. Il lui tend la main, en disant qu'il a hâte de voir ce que notre garçon sait faire. Lorsque leurs mains se touchent, la compétence de lien de C1 s'active, établissant un lien de niveau 1 avec le professeur. Il ne perd pas de temps et l'extrait immédiatement, obtenant une pierre de lien de fer porteur de flammes. C'est un métal de haute qualité avec une étrange texture semblable à du bois, parfait pour y stocker des flammes. De retour dans son appartement, C1 observe le métal qu'il a extrait du professeur. La qualité est au rendez-vous, mais la taille laisse vraiment à désirer. L'extraction de lien est une affaire délicate. Elle permet de faire apparaître des minerais à partir de rien, en fonction de la force de sa connexion avec une cible. Pour l'instant, son niveau de lien est à peine suffisant pour utiliser le métal, et comparé aux autres étudiants de première année, ses statistiques système actuels sont plutôt minables. Il soupire, mais honnêtement, il ne s'en plaint pas. Avoir des statistiques minables en échange d'un retour dans le passé est une affaire qu'il accepterait n'importe quel jour. Il se dit qu'il ne doit pas être avide. Il a tout le temps nécessaire pour finir par écraser Pandémonium. Cette organisation n'a pas seulement piétiné l'humanité. Ils ont été les cerveaux qui ont orchestré l'invocation des 6 divinités démoniaques qui ont anéanti tout le monde. S'il veut les arrêter, il ne peut pas se permettre d'être pointilleux sur ses méthodes. Il ne peut pas non plus risquer de s'embrouiller sur les événements futurs, sa priorité est donc d'obtenir un armement ou une compétence liée à la mémoire. Son premier objectif de s'inscrire à Babel étant atteint, il est temps de se concentrer sur la deuxième phase de son plan. C'est alors qu'une notification attire son attention. Son niveau de lien a augmenté, débloquant une nouvelle compétence, l'empreinte de lien. Une semaine plus tard, c'est le premier jour de C1 à l'Académie Babel. L'endroit est si immense et grandiose qu'il finit presque par tourner en rond avant de trouver enfin la salle de raffinage. Dès son entrée en classe, il a droit à un sermon de Michael Barm, le vice-doyen de Borsipa. Michael lui tombe dessus pour son retard et son attitude soi-disant désinvolte. Le professeur Kim tente d'intervenir pour le défendre,
soulignant qu'il reste encore 10 minutes avant même le début de l'examen de rattrapage, mais Michael ne veut rien entendre. Il continue de s'acharner sur l'attitude de C1. En observant cet échange, C1 comprend enfin pourquoi le professeur Kim voulait qu'il reste à l'écart de cet endroit. Ce n'est pas seulement que les statistiques du département s'effondrent, c'est aussi qu'ils sont clairement en conflit avec les supérieurs. Notre garçon essaie de se montrer gentil et salue un autre étudiant à proximité, mais il se heurte à une froideur totale. C'est un moment pour le moins gênant. Juste à ce moment-là, une femme s'avance et demande si tout le monde est enfin présent. Lorsque le vice-doyen s'adresse à elle en l'appelant doyenne, les yeux de C1 s'écarquillent. Il la reconnaît instantanément. C'est la doyenne du département Borsipa de Babel en personne, Ryu-Yoon. C1 ne peut s'empêcher de se demander ce qu'un poids lourd comme elle fait ici. Dans sa vie passée, cette femme était une cliente régulière de sa boutique. C'est un monstre de puissance de rang S, doté d'une compétence unique et terrifiante. Elle peut dévorer des armements pour devenir plus forte. Il l'a d'ailleurs vu dans ces derniers instants, où elle a avoué que son plus grand regret était de ne pas avoir mangé son équipement de haute qualité. La voix du professeur Kim le ramène à la réalité. Il est temps de passer l'examen de rattrapage. Les règles sont simples mais brutales. Ils ont 90 minutes pour créer un armement qui s'associe parfaitement à l'épée de l'examen précédent. Le piège? Ils doivent utiliser une forge alchimique pour le concevoir. Un énorme tas de minerais est disposé pour qu'ils puissent choisir, et avec la doyenne et le vice-doyen en guise de juge, la pression est à son comble. Au signal du départ, C1 nous sont tabliers. Il se concentre sur la forge alchimique, sachant qu'il doit créer une résonance parfaite en utilisant du mana pur pour éviter que les énergies élémentaires ne se déchaînent. Une voix moqueuse brise sa concentration, lui demandant s'il pense que fixer les matériaux augmentera magiquement son mana. Quand C1 demande si cela s'adressait à lui, l'étudiant blond au teint, Hans Barm, ricane en disant qu'à part lui, il n'y a que C1. Le professeur Kim intervient pour dire à Hans de se taire et de se concentrer, mais le mal est fait. Hans est le fils du vice-doyen, et il est évident qu'il se sent intouchable grâce à sa lignée. Il méprise le faible niveau de mana de C1, convaincu que la formation de sa propre famille Barm, réputée pour sa forge alchimique, lui donne un avantage imbattable. Hans possède déjà des niveaux de mana comparables à ceux d'un major de deuxième année. Il s'empare de l'azurite et de jade de Enim, deux minerais élémentaires d'eau à fort taux de mana, l'air d'avoir déjà gagné. La doyenne Ryu observe Hans choisir les minerais d'eau, et le professeur Kim souligne que forger des attributs d'eau est incroyablement sensible au feu, ce qui en fait un cauchemar à travailler. Le vice-doyen Michael se moque, affirmant que les inquiétudes de la vieille école ne s'appliquent pas à l'alchimie moderne. Kim bougonne que, bien que l'alchimie ne soit pas liée à l'espace traditionnel, le temps reste un facteur énorme en fonction du lanceur. Michael lui coupe la parole, se vantant que son fils n'a besoin que de 30 minutes pour synthétiser n'importe quel minerai. Le professeur Kim est stupéfait lorsqu'il réalise que Hans est vraiment aussi rapide. Sa vitesse de résonance est bien supérieure à celle d'un étudiant de première année ordinaire. Il est clair que l'examen a été truqué dès le départ pour favoriser quelqu'un comme Hans, qui a grandi dans un laboratoire d'alchimie. Le professeur Kim maudit silencieusement le vice-doyen pour ce favoritisme flagrant. Pendant ce temps, les yeux de la doyenne Ryu s'écarquillent en regardant C1. Il n'a pas touché au minerai d'eau. Au lieu de cela, il a pris des hydrates et des pierres de feu pourpre, l'exact opposé des choix de Hans. En voyant les pierres, Michael se moque, commentant que le gamin a manifestement trop de fierté pour son propre bien. Même Hans ne peut s'empêcher de regarder, se demandant si C1 a choisi ces minerais contrastés juste par esprit de contradiction. Du point de vue du blond, ce choix est tout simplement stupide. Avec la maigre capacité de mana de C1, il n'a aucun moyen de contrôler des pierres de feu pourpre. Hans commence à se détendre, pensant que ce sera une victoire facile, mais son monologue intérieur est coupé court lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange. C1 active sa nouvelle compétence, l'empreinte de lien. En utilisant cette compétence, il équipe le fer porteur de flamme sur son bras droit. Instantanément, son membre s'embrase d'une flamme rugissante et contrôlée. Hans se moque, rejetant cela comme un tour de passe-passe à bon marché, mais notre garçon ne lève même pas les yeux. Il est déjà plongé dans sa concentration. Le vice-doyen observe avec un sourire suffisant, remarquant que C1 tente de créer une résonance en utilisant le même attribut que les minéraux. Pour lui, c'est une erreur de débutant. Utiliser du mana pur pour raisonner avec des minéraux élémentaires force généralement l'énergie élémentaire à devenir incontrôlable, ce qui est un aller simple vers un grave accident. Il s'adosse, attendant l'explosion, mais le désastre ne se produit jamais. Au lieu de cela, la puissance de feu de C1 atteint un niveau incroyable, aveuglant presque les spectateurs. Dans un flot de mouvements parfait, il termine la synthèse et achève l'armement, un fourreau accumulateur de feu parfaitement conçu pour son épée. La pièce devient silencieuse comme la mort lorsque la description de l'objet apparaît. C'est un objet de grade rare. Non seulement il peut stocker des quantités massives de mana d'attribut feu, mais il permet également à l'utilisateur de déclencher une compétence appelée incendie couvant. Hans, toujours en pleine forge, sue à grosses gouttes. Il n'arrive pas à comprendre comment notre garçon a terminé une synthèse aussi volatile sans le moindre accroc. Il commence à douter de sa propre analyse, et c'est là que les choses se gâtent. Distrait et arrogant, Hans se trompe dans le timing tout en imprégnant ses pierres de mana d'énergie élémentaire. Son père réalise l'erreur et hurle un avertissement,
mais il est trop tard. La seconde suivante, une explosion massive secoue tout le laboratoire. Au moment où l'après-midi arrive, la salle de raffinage n'est plus qu'un amas de fumée et de tension. Le vice-doyen, toujours aussi perfide, tente immédiatement d'inverser la tendance en faveur de son fils. Il déclare le match nul, utilisant la blessure de Hans comme excuse pratique pour repousser la décision finale à une date ultérieure. Le professeur Kim n'est pas de cet avis. Il souligne que l'accident est entièrement dû à la propre négligence de Hans. Michael lui rétorque sèchement, accusant Kim de se soucier davantage des notes d'examen que du bien-être de ses élèves. Mais Michael n'a pas fini de jouer salement. Il commence à chercher la petite bête dans la performance de C1, affirmant qu'obtenir une résonance totale et une production de mana de haut niveau en moins de 5 minutes est impossible pour un débutant. Il ne devrait pas être humainement possible pour un étudiant de première année d'agir de la sorte. C1 se contente de les regarder, l'esprit tourné vers la technique qu'il a réellement utilisée, une technique qui n'est même pas censée être découverte avant des années. Il a utilisé une méthode conçue pour fabriquer des armements quand la forge normale est impossible. À ses yeux, l'alchimie ne consiste pas à tuer le minerai pour le remodeler. Il s'agit de trouver le cœur du minéral et de laisser la vie du minerai s'épanouir. Il a essentiellement utilisé un raccourci du futur, mais il n'a aucune intention d'expliquer ça à un type comme Michael. Il fait juste l'idiot, le dévisageant avec une expression inconsciente. Michael mord à l'hameçon, ricanant en traitant carrément C1 d'escroc. Il prétend qu'un étudiant de première année forgeant un objet de rang rare est une impossibilité statistique, donc il a forcément triché. R commence vraiment à s'énerver, mais il est coupé par la voix de la doyenne Ryu. À la surprise générale, elle est d'accord, s'avançant pour dire que le talent de C1 n'a aucun sens. Michael rayonne presque, pensant que la doyenne le soutient pour disqualifier le gamin et exiger un nouvel examen. Mais les choses deviennent bizarres. La doyenne Ryu ne regarde pas les règles. Elle fixe le fourreau, et elle en a littéralement Léo à la bouche. On dirait qu'elle est sur le point de craquer, mourant d'envie de croquer dans l'armement. Elle se contente de demander si elle peut au moins y donner un coup de langue, laissant toute la pièce stupéfaite par sa soudaine et étrange avidité. Plus tard, notre héros sort, réfléchissant à son fourreau fraîchement forgé. Le timing était un peu décalé, rendant le produit final immature et incomplet à ses yeux d'expert, mais c'était plus que suffisant pour laisser un goût amer dans la bouche du vice-doyen. Pendant qu'il marche, le nom de Barm continue de lui trotter dans la tête. Il sait qu'il l'a déjà entendu, puis ça fait tilt. Il se souvient d'une histoire du chien explosif, Louis Valant. Elle avait mentionné avoir acheté un armement à Babel qui a fini par exploser, la laissant avec des brûlures de mana permanentes. Il se rend compte que Hans était probablement le forgeron incompétent responsable des blessures à vie de Louis. Son plan initial était de retrouver et de réhabiliter les 3 chiens, mais il décide de laisser la voix de Louis de côté pour l'instant. Ce sont ces mêmes blessures qui l'ont transformé en chien explosif et l'ont fait s'égarer. Pendant ce temps, dans la salle de conférence du département de Borsipa, un débat animé est en cours. La doyenne Ryu insiste lourdement pour nommer C1 major du département, mais les autres professeurs sont sceptiques. Quand elle demande d'un ton sombre si quelqu'un a une objection, Michael prend sournoisement la parole. Il présente ça comme une suggestion plutôt qu'une objection, lui rappelant ostensiblement qu'elle n'est doyenne que depuis peu. La discussion se tourne vers le fourreau lui-même. Bien qu'il soit impressionnant, le conseil veut l'examiner de plus près. Le professeur Kim intervient, soulignant que même si le savoir-faire manque un peu de finition, la façon dont le mana est utilisé et sa parfaite compatibilité avec la lame de feu aux 5 couleurs relève du génie. Un professeur parcourt le rapport, admirant les statistiques mais doutant toujours qu'un étudiant de première année ait pu vraiment réussir ça. La doyenne Ryu les fait tous taire avec une révélation choc. Elle déclare au conseil que l'armement qui le regarde ne représente probablement que 60% de ce que Seun avait réellement l'intention de faire, et c'est cette carence même qui rend son potentiel si terrifiant. Pour régler la question, elle leur offre une place aux premières loges pour sa démonstration de major. Elle est si confiante qu'elle met sa carrière en jeu. S'il n'accepte pas sa décision après l'avoir vue en action, elle démissionnera de son poste sur le champ. Le lendemain, lors de la cérémonie d'ouverture, l'empereur Ludwig Schubert lance les festivités avec un discours interminable sur l'histoire de Babel. Il raconte comment il y a 5 ans, les cieux ont fait descendre la tour des héros pour le bien de l'évolution humaine, mais le monde d'Enba a répondu en déchaînant le marais du pandémonium pour corrompre tout sur son passage. Alors que l'humanité a gagné de nouvelles possibilités, une calamité massive est née au même instant. Babel, basé au milieu de l'océan, n'a cessé de former des héros depuis, et maintenant l'empereur invite les nouveaux étudiants à rejoindre ses rangs. En regardant le vieil homme, C1 sait déjà qu'il n'est pas le saint qu'il prétend être. Le présentateur annonce enfin la démonstration des majors, appelant les meilleurs candidats de cette année sur scène. Tandis que C1 s'avance, il se souvient de tous les crétins arrogants qu'il a rencontrés dans sa vie passée, des gars beaucoup trop prétentieux juste parce qu'ils étaient les meilleurs étudiants. Maintenant que la démonstration commence vraiment, il comprend enfin pourquoi ils avaient ce genre d'attitude. Le présentateur explique le défi. Ils affronteront une unité dorée produite par la fabrique de marionnettes, l'Automate Modèle 9. Ce n'est pas juste un simple mannequin d'entraînement. Il a des performances de combat suffisantes pour rivaliser avec un héros de rang C. En regardant le robot, notre gars se demande si la chose peut même utiliser les arts martiaux puisqu'elle ne porte aucune arme.
La première démonstration vient du département de combat, mené par le major Dakar Kuf, Jake Myers. En regardant le gars, C1 devine qu'il est le troisième fils de la famille Myers, un clan célèbre pour son maniement de l'épée, bien que ce garçon soit clairement un expert en arts martiaux au corps à corps. Jake se met en position face au robot, et le match commence. Le robot fonce immédiatement, mais Jake esquive l'attaque avec aisance. Il se baisse sous un autre coup, en restant léger sur ses pieds. Le robot continue de presser, et Jake continue d'esquiver jusqu'à ce qu'il recule enfin, décidant qu'il est temps de passer à l'offensive. Il s'élance en avant comme un animal sauvage et enfonce un coup de poing profondément dans le ventre du robot. L'impact est si brutal qu'il écrase le blindage métallique, laissant le public dans un silence de mort, sous le choc. Seun se souvient que dans sa vie passée, ce gars est mort jeune en tant que rang A, au milieu de la vingtaine. En le voyant maintenant, c'est un prodige comme on n'en voit qu'un par décennie, ce qui amène notre gars à se demander comment quelqu'un d'aussi talentueux a pu mourir si tôt. Jake n'a cependant pas fini avec un seul coup de poing. Il attaque à nouveau, brisant complètement la machine en 1000 morceaux. Il pousse un soupir satisfait, plaisantant sur le fait qu'il s'est enfin un peu échauffé. Le présentateur est tout aussi abasourdi, mais s'empresse de le féliciter. Maîtriser un automate doté de la puissance d'un héros de rance et en utilisant que la force brute n'est pas une mince affaire. Après une performance aussi magnifique, n'importe qui ressentirait la pression. La démonstration continue avec la major du département de soutien, Inoue Erika. En la regardant, notre gars se dit qu'elle ne ressent aucune pression du tout. En tant que fille aînée de la famille Inoue, l'une des 3 grandes familles du Japon, elle a l'habitude d'être sous les feux de la rang. Dans sa vie passée, elle était une héroïne de rang S maniant un armement de rang mythique, mais elle a fini par succomber à la corruption, s'est transformée en agent et a été abattue par sa propre famille. Seun décide de garder ses distances. Il ne veut pas s'impliquer avec quelqu'un destiné à devenir un agent. Juste au moment où il pense cela, elle lui jette un regard en arrière avant de s'avancer. Erika fait face à un modèle neuf équipé d'une armure lourde, affichant une défense environ 1,5 fois plus forte que le précédent. Elle ouvre une petite cage et libère un oiseau. Alors que l'un de ses yeux se met à briller, elle ordonne à l'oiseau d'y aller. Il s'envole avec un cri perçant. Le robot se prépare, et on dirait qu'il sera coriace puisque c'est un type spécialisé en défense. Soudain, le corbeau d'Erika se transforme en une véritable bête mécanique avec des griffes acérées fumantes et une armure lourde. Elle fonce vers le robot et, en une seule seconde, perce un trou béant à travers lui, rendant la machine inutile. Le corbeau reprend sa forme initiale et retourne vers sa maîtresse. Le présentateur s'extasie sur la façon dont elle a éliminé d'un seul coup un robot défensif de rance et pendant que le public est en délire. Maintenant, la pression est immense. Si C1 se contente de montrer une arme et de scène aller, il se fera probablement huer sur scène. Le présentateur appelle son nom et il s'avance. Pendant ce temps, Ludwig, qui agit en tant que superviseur pour la démonstration, fait remarquer que la barre pour les nouveaux majors de département est remarquablement haute. Cela fait longtemps que le département de raffinage n'a pas produit de major du tout, alors il suppose que la pression sur C1 doit être écrasante. Ryuyun, la deuxième superviseuse, se contente d'observer avec un regard complice. Le public est déjà surexcité grâce aux démonstrations tape à accent grave l'œil des départements de combat et de soutien. Alors que notre gars s'avance et dégaine son épée, un murmure parcourt la foule. Tout le monde est stupéfait de voir un étudiant de première année tenir un objet de rang rare, mais il doute qu'un forgeron puisse vraiment égaler l'intensité des 2 précédents prodiges. En écoutant les doutes des étudiants, Michael sourit depuis son siège dans le public. Il a des vues sur le poste de doyen, et si C1 échoue ici, ce sera le levier parfait pour s'en emparer. Sur scène, le présentateur déclare que notre gars affrontera le modèle 10, qui a la puissance de combat d'un héros de rang D. C1 le coupe immédiatement, exigeant froidement qu'il sorte le modèle 8 et l'équipe d'une armure complète. Le présentateur est pétrifié. Le modèle 8 peut résister aux attaques de héros de rang B dans certains cas, et il le veut en armure par-dessus le marché? Le présentateur essaie de trouver une excuse, disant qu'ils ne peuvent pas préparer un tel modèle au pied levé, se demandant secrètement si ce gamin essaie juste de gâcher la démonstration. Cependant, le professeur Kim apparaît soudainement, faisant rouler le modèle exact demandé par notre gars, déjà entièrement en armure. N'ayant pas d'autre choix, le présentateur donne le signal du début du match. Le professeur Kim lui dit de se lâcher, et son élève a bien l'intention de se montrer à la hauteur. Il dégaine son épée, et des flammes de 5 couleurs jaillissent de la lame. Jake observe, émerveillé par le spectacle, tandis qu'un Hans jaloux ricane, convaincu que C1 ne fait que frimer. Dans l'esprit de Hans, il est impossible que C1 ait assez de mana pour contrôler une telle épée. Il n'a pas tout à fait tort quant à la difficulté. Les flammes à l'intérieur de la lame de feu aux 5 couleurs s'affrontent naturellement, et si elles ne sont pas contrôlées avec une quantité massive de mana, elles exploseront et emporteront le bras de l'utilisateur. Mais notre garçon n'utilise pas de mana brut. Il utilise le fourreau d'accumulation de feu pour stocker les flammes à l'intérieur et sa compétence d'artisan des flammes pour injecter du feu pourpre dans le mélange. Le stockage terminé, il se prépare à déchaîner le feu de forêt, une compétence qui fait exploser le mana compressé. Il force les démons aux 5 couleurs à exploser tous en même temps en frappant le robot. L'explosion est gigantesque, engloutissant toute l'arène dans une épaisse fumée.
Alors que la fumée se dissipe, C1 se demande de façon dramatique s'il n'y est pas allé un peu fort. Une énorme trace de destruction laissée par sa frappe s'étend sur le sol de l'arène. Le présentateur, se remettant du choc, appelle immédiatement l'équipe de soutien à la construction pour qu'elle se précipite vers l'auditorium central. Avec ce final explosif, l'évaluation de mi-parcours de la démonstration commence officiellement. Après sa performance, notre garçon est convoqué directement dans le bureau de la doyenne. Ryuyun arrive un peu plus tard en s'excusant pour son retard, car elle était coincée à aider à nettoyer le désordre absolu qu'il avait mis dans l'arène. C1 présente nerveusement ses propres excuses, admettant qu'il aurait sans doute dû un peu mieux contrôler sa puissance. Il est assis là, s'attendant à une leçon de morale ou à des réprimandes, mais elle explique rapidement que ce n'est pas pour ça qu'il est ici. Avant qu'elle ne puisse en venir au fait, son estomac laisse échapper un grognement bruyant et gênant, la laissant plutôt embarrassée. La rousse ne tourne cependant pas longtemps autour du pot. Elle le regarde droit dans les yeux et lui propose d'acheter sa lame et son fourreau pour 10 fois le prix du marché. C1 est trop abasourdi pour même assimiler l'offre, mais à ce moment précis, une notification retentit. Il a officiellement tissé un lien avec elle. Notre frérot est surpris de voir ce lien se former si tôt. Dans sa vie passée, il avait dû la nourrir avec ses armements à de multiples reprises juste pour établir une connexion. En apparence, il la remercie, mais intérieurement, il a déjà prévu de tirer parti de la situation. Il utilise immédiatement l'extraction de liens sur elle et parvient à obtenir du fer de gloutonnerie. C'est un métal de haute qualité suprême qui génère de la chaleur en consommant du fer et peut même créer du sang minéral s'il est suffisamment nourri. Quand notre garçon obtient enfin le métal, elle lui demande à nouveau s'il va lui vendre son équipement. Il refuse catégoriquement. C'est alors que le professeur Kim ouvre la porte pour emprunter C1 un instant, laissant la doyenne derrière eux avec son estomac qui gargouille encore. Kim le conduit au cœur de l'Académie Babel, l'ancien bâtiment principal connu sous le nom de Manoir Marduk. Ils sont là pour rencontrer le directeur de l'académie. En chemin, Kim avertit C1 de bien se tenir. Le directeur n'a pas seulement fermé les yeux sur le bazar dans l'auditorium. Il est à un niveau bien supérieur à n'importe lequel d'entre eux. C1 assure à son professeur qu'il gère la situation et entre à l'intérieur. Le directeur de l'académie n'est autre que Ludwig. Dans sa vie précédente, il était le héros qui avait combattu et exterminé un être divin démoniaque du ciel de l'extermination. Ludwig commence la conversation en qualifiant les armements de C1 d'intéressants. Il mentionne qu'il a quelques regrets mais de grandes attentes. Entendre le mot regret donne à C1 l'envie de jeter son œuvre d'art dans le fourneau. Quoi qu'il en soit, Ludwig lui offre le choix entre deux récompenses pour son travail acharné. Après y avoir réfléchi, il demande quelque chose pour augmenter son mana et sa capacité de mémoire. D'un geste de la main de Ludwig, deux objets tombent dans les mains de C1. L'un d'eux est la roche d'encre lourde, qui absorbe le mana de tout ce qu'elle touche. L'autre est l'ivoire de rêve, qui se connecte au rêve en utilisant du mana onirique. C1 est stupéfait. Si la roche d'encre est rare, l'ivoire de rêve est quant à lui presque introuvable. Ils seront difficiles à manipuler, mais il a déjà une excellente idée de la façon de les utiliser. Lorsqu'on lui demande s'il apprécie ses récompenses, C1 répond qu'elles sont parfaites. Dès son départ, une voix émanant d'une serrure demande à Ludwig ce qui lui est passé par la tête pour donner deux récompenses à un seul gars. Ludwig répond nonchalamment que c'est parce que C1 a la capacité de les manier. La voix cachée commente que Ludwig doit se voir à travers ce garçon, et Ludwig acquiesce, notant que C1 possède suffisamment de profondeur pour cela. La voix rétorque subtilement qu'elle n'arrive d'ailleurs pas à sonder à quel point cette profondeur est abyssale. Lorsque notre garçon entre dans sa salle de classe, Hans est déjà en train de se vanter de ses liens avec Howard, un major de 3e année à Borsipa. Les autres camarades de classe sont en admiration devant ces relations. Cependant, dès que C1 entre et lance un regard sombre à Hans, le blond est instantanément paralysé de peur. Tandis que Hans maudit silencieusement le roturier Quest C1, le professeur Kim entre pour commencer le premier cours. Il présente un lot de lingots connu sous le nom d'alliage de projection, un matériau des dizaines de fois plus sensible au mana que les minerais communs. Kim fait une démonstration en injectant du mana à l'intérieur d'un lingot. Instantanément, l'armement imaginé dans son esprit est créé avec une aisance déconcertante. En regardant le professeur travailler, notre garçon réalise que l'homme ne cesse pas hissé parmi les 100 meilleurs artisans du monde pour rien, un fait qu'il a clairement ressenti en créant leur pierre de lien. Les armements créés par ces lingots ne peuvent en réalité pas être utilisés au combat. L'alliage étant si sensible au mana, il enregistre essentiellement le subconscient de son créateur, le forçant à se confronter à lui-même. C'est pour cela qu'on les appelle des alter-ego. Les lames qu'ils créent sont un reflet direct de ce qu'ils sont vraiment. Le professeur qui m'explique qu'au lieu d'une présentation classique, le département de forge utilisera ces alter-ego. Ils seront exposés dans le bâtiment arrière pendant une semaine, et il souhaite bonne chance à tout le monde. C1 remarque le prix de ces alliages, plus de 10 millions à chacun. Cela montre à quel point Babel déploie des efforts pour rendre même une simple présentation aussi grandiose. Hansi essaie le premier, mais il n'arrive même pas à garder son épée sous contrôle. De son côté, notre garçon regarde autour de lui et se demande pourquoi personne ici ne semble avoir de réel talent. C'est alors que son nom est appelé. Fixant son lingot, C1 décide qu'il n'y a plus aucune raison de se retenir. Il est déjà le major du département, autant y aller à fond. Il laisse son mana s'écouler,
mais réalise une seconde trop tard qu'il a peut-être un peu forcé. L'instant d'après, une explosion fait voler les fenêtres en éclats. Lors de la cérémonie d'exposition, une foule immense se rassemble, spécifiquement pour voir l'alter ego du meilleur élève du département de Forge. À la stupéfaction générale, il ne s'agit pas d'une seule et unique épée. Le lingot de C1 a accidentellement absorbé 19 alliages de projection voisins, donnant lieu à un étalage de multiples armes que le département a décidé d'exposer exactement telles qu'elles ont été créées. Ils affirment que ce grandiose déploiement est une représentation de la vaste aptitude de C1. Les élèves sont naturellement nerveux, présumant qu'il doit être incroyablement confiant pour réaliser une telle prouesse. Certains murmurent que, comme cela fait un moment que le département de Forge n'a pas eu de major, l'école essaie juste de le survendre comme un génie. Cependant, les deux autres majors de promotion voient les choses différemment. Ils soupçonnent que même cette montagne d'alliages de projection n'était pas suffisante pour exprimer pleinement le véritable potentiel de C1. Pendant ce temps, de retour à l'atelier, notre garçon forge avec une telle précision qu'il n'a même pas une marge d'erreur de 0,01 seconde. L'assistant Anne le regarde en se sentant un peu inutile. Que reste-t-il à enseigner à quelqu'un comme lui? Décidant de sauter le tutorat, Anne passe à autre chose et va chercher d'autres étudiants qui ont réellement besoin d'une démonstration. Une fois le cours terminé, notre gars fixe les lames qu'il a forgées et lève son marteau pour les frapper à nouveau. La voix de Anne l'interrompt, lui demandant s'il s'apprête vraiment à les briser. Il suggère de les garder car ils doivent livrer les produits finis après la forge de cette semaine pour que les cadets puissent garantir leur budget. Le système de soutien de Babel fonctionne essentiellement sur la base du registre des armes vendues à l'extérieur. Anne demande ce qui se cache derrière l'insatisfaction évidente de C1, se demandant si c'est son mana. Il avoue qu'il s'agit en réalité de son corps. Le problème, c'est qu'il doit commencer à s'entraîner avec la roche d'encre lourde, mais son endurance physique actuelle n'est tout simplement pas à la hauteur. C'est alors que Anne lui propose une solution. Pourquoi ne pas utiliser des buffs au lieu de se fier uniquement à l'entraînement physique? La prise de conscience frappe C1 de plein fouet. Dans sa vie passée, il ne s'était jamais soucié de cette méthode, mais c'est désormais sa seule chance de forger la roche d'encre lourde tant que son corps manque de la force brute nécessaire. Notre garçon remercie Anne pour le conseil. Alors que Anne tente d'éluder sa gratitude, C1 lui rend l'appareil en lui donnant un conseil. N'utilisez que 70% de son mana. Il fait remarquer que Anne brûle toute sa réserve pendant la forge et suggère plutôt de se concentrer sur un seul point. C1 s'éloigne, laissant Anne complètement perplexe se demander comment un étudiant de première année a pu lui donner une leçon magistrale sur la gestion du mana. Babel est un endroit unique qui encourage l'apprentissage autonome. Les étudiants sont libres de suivre des cours dans n'importe quel département ou d'accumuler des dizaines de cours en un seul semestre, à condition de valider leur spécialité. Le revers de la médaille, c'est la responsabilité. Si vos notes baissent 3 fois, c'est l'expulsion. Profitant de cette liberté, C1 saute dans le train vers la station d'Ur, en direction du département de sorcellerie. Dès qu'il descend du train, il tombe nez à nez avec Erika et ses gardes du corps. L'un des gardes lui dit d'un ton sec de s'écarter car il bloque le passage. C1 ne bronche pas, rétorquant d'un ton sombre à l'homme que c'est lui qui devrait bouger. Quand Erika lui demande où il va, il mentionne qu'il va voir le département de sorcellerie pour voir s'il peut prendre une matière mineure. Aux grandes dames de son garde du corps, Erika propose de conduire elle-même, même si elle a une réunion de prévue. Malgré les légères protestations de son personnel, elle marche aux côtés de notre héros et l'interroge sur son intérêt pour une mineure. Il explique qu'il veut apprendre des améliorations pour renforcer ses capacités physiques sans interférer avec sa forge. Elle lui suggère l'art des barrières, mais C1 lui fait remarquer qu'elles sont généralement destinées à la défense. Erika explique que l'application varie en fonction de l'utilisateur. Pour illustrer son propos, elle crée une barrière sur une enveloppe et le met au défi de la déchirer. C1 essaie de déchirer le papier, mais échoue. Il se demande d'abord si elle a simplement augmenté la résistance du papier, mais il réalise vite que ce n'est pas le cas. Il remarque que si la matière conserve ses propriétés d'origine, elle ne durcit que lorsqu'elle est soumise à une force intense. Il note que la technique correspond parfaitement à la forge, qui exige un contrôle incroyablement délicat. Erika lui suggère de demander l'aide d'un professeur pour une formule aussi complexe, mais alors que C1 regarde attentivement l'enveloppe, la formule lui semble étrangement familière. Erika commence à lui proposer une introduction au professeur de composition de barrières, mais les mots meurent dans sa gorge. Elle observe dans un silence choqué alors qu'il déchire l'enveloppe en deux sans le moindre effort. Il n'avait pas seulement compris la formule secrète de la barrière de sa famille. Il l'avait démantelée sur le champ. Il la remercie pour son aide et suggère avec désinvolture qu'il aille manger un morceau un de ces jours, en incluant ses laquais qui traînent encore derrière. Les gardes commencent à se ruer sur lui, mais Erika observe la silhouette de C1 s'éloigner avec une expression sombre et intriguée. Elle lui lance qu'elle lui offre plutôt une invitation, le laissant surpris alors qu'il s'éloigne. Plus tard, lorsqu'Erika le conduit au département de sorcellerie dure, le moulin à rumeurs tourne déjà à plein régime. Certains étudiants supposent qu'il y a une étincelle romantique entre eux, tandis que d'autres affirment les avoir vus ensemble à des expositions tard dans la nuit. Notre héros est certain qu'elle ne ressent rien pour lui. Sinon, le lien aurait déjà été établi. En réalité, il est là pour passer un test de niveau avant de pouvoir s'inscrire au cours. Erika l'amène au site de test de composition de barrières, mais l'endroit a l'air complètement délabré.
C1 se demande s'ils partent pour une chasse au trésor ou si quelque chose est caché derrière une barrière, mais il traverse accidentellement la sécurité et réussit le test d'entrée sans même s'en rendre compte. Il est pris de court lorsque l'instructeur lui annonce sèchement qu'il a déjà réussi la première phase. Peu de temps avant, Robert Perry, le professeur de composition de barrières, a eu vent des rumeurs selon lesquelles Erika s'intéressait à C1. C'est là qu'ils lui ont même montré une photo comme preuve. En regardant les données, le professeur comprend pourquoi elle se pointe soudainement aux cours magistraux de base, une initiative qui a triplé le nombre de candidats. Pour compliquer les choses, le frère d'Erika de la famille Inoue a également demandé une place dans ce cours de base. De retour au présent, le professeur Perry est particulièrement intrigué par le fait que C1 a contourné le labyrinthe de l'âme désorientant. C'est une barrière qui altère les sens pour que les gens se perdent. C'est rudimentaire, mais un étudiant ignorant ne devrait pas pouvoir la détecter, et encore moins la traverser. Le professeur annonce le début de la deuxième épreuve. Les étudiants doivent briser une barrière pour en extraire du mana pur, et leurs notes dépendront de leur rapidité. Un garçon s'avance en premier, désespéré d'impressionner Erika. La barrière a la forme d'une toile d'araignée avec une araignée au centre qui détecte le mana circulant à travers les fils. Tant que l'araignée vit, la toile se régénère à l'infini. Le garçon lutte, essayant d'entourer toute la formule avec son mana, mais il n'a pas les réserves nécessaires pour y parvenir. Il finit par la briser en 2 minutes et 23 secondes, s'attirant un tiède « Travaillez votre vitesse » de la part du professeur. Après le passage de plusieurs autres étudiants, c'est au tour d'Erika. Elle démantèle la barrière en quelques secondes, laissant les spectateurs stupéfaits. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la majeure du département. Le professeur Perry lui rappelle que la méthode de démantèlement standard pourrait techniquement être 2 secondes plus rapide, ce qu'elle promet de garder à l'esprit. Finalement, c'est au tour de C1. Le professeur trouve qu'il a l'air plutôt ordinaire au premier abord. Au lieu de se précipiter pour démanteler la barrière, notre héros reste immobile, la fixant intensément. Les autres étudiants commencent à murmurer, remettant en question sa méthode. Notre garçon ne se contente pas de regarder un sortilège. Il se rend compte que la structure de la barrière est identique à la roche d'encre lourde. La barrière se répare et revient à son état initial, tout comme le minerai. Pour forger la roche, il réalise qu'il doit injecter toutes les stimulations simultanément tout en équilibrant parfaitement les proportions. Il prend tellement de temps que le professeur commence à perdre patience, mais Erika intervient, demandant au professeur de le laisser finir. C1 est plongé dans ses pensées. S'il peut conserver la stimulation accumulée dans la roche d'encre lourde de cette manière, il pourra la maîtriser. Soudain, il démantèle la barrière en un éclair. L'assistant n'est pas impressionné car C1 a mis plus de 7 minutes, mais le professeur ne s'y trompe pas. Le temps d'observation n'a aucune importance. La prochaine fois que C1 verra cette barrière, il la détruira en un clin d'œil. Notre héros ne s'est pas contenté de démanteler le sortilège, il a créé une formule pour le neutraliser. Le professeur en reste bouche bée, se demandant quel genre de création légendaire C1 produira une fois qu'il commencera à combiner la sorcellerie à sa forge. Notre garçon a demandé à utiliser la forge de niveau intermédiaire sur un matériau de grade héroïque. À cause de cela, le personnel administratif envoie des emails à plusieurs professeurs qui doivent superviser les séances de pratique conformément à l'article B des règles de sécurité. Le personnel se demande combien de candidatures C1 va réellement recevoir, mais ils sont sous le choc de voir un flot de demandes de professeurs voulant le superviser. À l'inverse, pas une seule personne ne se porte candidate pour la session de Hans. Il semble qu'obtenir la deuxième place lui a rendu les choses difficiles. Il parcourt la liste pour choisir un superviseur, et ses yeux s'écarquillent car la doyenne Ryu elle-même a postulé pour le regarder travailler. C'est pour cela que la rouquine est actuellement là, gardant un œil sur ses compétences. C1 plaisante en disant qu'il va vraiment devoir s'appliquer sur cet armement maintenant. À présent, il est enfin prêt à forger la roche d'encre lourde. Il commence par la première étape. Bien qu'il y ait de nombreuses façons de manipuler le matériau, il choisit la méthode la plus complexe, le processus du rideau sombre. Il place la roche dans un espace d'une noirceur absolue pour supprimer les impuretés, qui se répandent comme de l'éau lorsqu'elles sont frappées par le mana. Cette méthode réduit la taille de la roche mais en augmente massivement la pureté. C'est pratiquement une reconstruction totale du matériau. Il décide d'utiliser un ratio d'1 pour 40, car s'il le réduit davantage, la performance n'y survivra pas. Vient ensuite la deuxième étape. Il fait circuler le mana à travers une flamme pour filtrer uniquement le feu le plus adapté, appelé le feu sauvage. Cette flamme spécifique a la propriété unique de maintenir sa température exacte dès l'instant où elle est formée. Une fois prêt, il passe à la forge proprement dite. Il commence à frapper la roche avec un marteau enveloppé d'un feu sauvage tourbillonnant. La clé ici est de ne pas s'arrêter tant que la déformation du métal ne s'aligne pas parfaitement avec les propriétés de la flamme. En le regardant manier le feu, la doyenne se demande, même s'il est simplement immunisé contre la chaleur, comment il parvient à ignorer la douleur. Elle se surprend à se demander quelle part de lui-même il a dû éroder pour devenir aussi doué. 4 heures s'écoulent dans un tourbillon de frappe rythmique. La directrice commence même à avoir un peu sommeil, mais les propriétés de la roche atteignent enfin leurs limites. Elle commence à absorber les flammes, et le matériau se met à changer. La distorsion étant enfin stabilisée, la troisième étape est terminée. Maintenant,
C1 s'apprête à faire fondre la roche d'encre traitée pour la verser dans le moule qu'il a préparé. Cette partie du processus ne nécessite ni moulage ni forgeage, car les propriétés du matériau se modifient naturellement dans l'obscurité du moule. En le regardant travailler, même la directrice est stupéfaite par les techniques qu'il déploie. Il passe à la 4e étape, en synchronisant les changements de la lourde roche d'encre avec une formule de démantèlement de barrière. Dans cette fraction de seconde, il construit un circuit de mana. Une explosion secoue la pièce alors que le produit final émerge, le bracelet de l'araignée d'encre. Même s'il n'a pas encore pleinement exploité le potentiel total du matériau, les nouvelles possibilités qu'il a débloquées sont de premier ordre. Avec cette création, il améliore une nouvelle compétence, le fil des prix noirs. Il vérifie les caractéristiques du bracelet. C'est un objet de grade rare et de qualité moyenne qui absorbe le mana du porteur et s'alourdit en fonction de la quantité qu'il contient. Mieux encore, il lui permet d'utiliser la compétence de l'anneau explosif. C'est un énorme succès, mais voir l'objet terminé fait à nouveau gargouiller le ventre de la directrice rousse, à sa grande gêne. Elle se penche pour y regarder de plus près, impressionnée par le phénomène de résonance. C1 admet que ce n'est pas encore si puissant, mais s'il joue bien ses cartes, il pourrait viser un effet d'ensemble par la suite. Il s'excuse de ne pas avoir un armement complet à lui faire manger alors qu'elle l'a aidé, alors il lui offre plutôt les restes du bracelet. Elle les traite comme un rince-bouche, les grignotant tout en commentant qu'ils ont un goût de miettes frites. C1 ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas l'habitude inconsciente de fabriquer des choses qui correspondent à ses goûts spécifiques, ce qui ne le dérange pas puisque ça fait des merveilles pour leur niveau de lien. Elle mentionne que c'est dommage de manger des restes quand la vraie pièce est juste là, puis revient à son offre d'acheter sa lame et son fourreau. C1 n'est toujours pas prêt à vendre. Il en a besoin pour son prochain cours de subjugation. Et puis, il sait qu'il doit la garder sur sa faim pour l'instant. Il promet de lui fabriquer quelque chose spécialement adapté pour elle plus tard, et elle a visiblement hâte. Le travail terminé, elle lui dit qu'il peut partir pendant que le personnel s'occupe du nettoyage. Cependant, l'épuisement frappe finalement C1, et il s'effondre. Elle est sincèrement inquiète, mais il balaie ça d'un revers de main, blâmant les heures de forge qui ont épuisé son endurance. Elle propose de le ramener à son dortoir et lui demande s'il a le vertige. Quand il répond que non, elle le soulève et fait un bond immense dans les airs, les restes qu'elle vient de manger lui donnant un regain de puissance notable. Pendant qu'il vole, C1 réalise à quel point les choses ont changé par rapport à sa vie passée. Pendant ce temps, ailleurs dans l'académie, Erika l'attend toujours, se demandant comment elle devrait lui remettre son invitation. Le site communautaire de l'Académie Babel s'enflamme déjà. Quelqu'un a posté une photo d'elle quand Erika attendait C1 et se tenait devant le département de raffinage pendant 3 heures. La section des commentaires est un chaos de théories. La plupart des gens sont convaincus qu'elle attend notre héros. C1 voit le post et se dit que si c'est vraiment important, elle le retrouvera bien un jour ou l'autre. Pour l'instant, il a de plus gros problèmes. Le professeur Ricardo Miles, responsable du cours de compréhension des outils, commence la journée en lâchant une bombe. Il ordonne à la classe de se rendre immédiatement au centre d'entraînement, ajoutant que le dernier arrivé sera puni de 20 tours de piste. Toute la classe fonce vers le terrain d'entraînement, laissant notre héros se demander si ce n'était pas censé être un cours théorique. Malheureusement, avec ses statistiques actuelles, C1 est le dernier à arriver et se prend la pénalité des 20 tours. Pendant qu'il court, le professeur l'observe, confus de voir comment quelqu'un avec si peu d'endurance a pu réussir un forgeage de niveau intermédiaire. Une fois la classe installée, le professeur confirme les soupçons de C1, la compréhension des outils était à l'origine un cours théorique. Cependant, ils ont changé leur méthode d'enseignement à cause de la récente apparition des chasseurs de lames de flamme. Ces chasseurs ciblent spécifiquement les forgerons capables de forger des lames d'attribut feu de grade héros ou supérieur, ce qui rend la préparation physique des étudiants une question de survie. Même dans sa vie passée, cette affaire en particulier est restée un mystère froid et non résolu. Le professeur poursuit ses explications, affirmant que le cours s'oriente vers la pratique physique pour que les étudiants puissent préparer leur corps à l'autodéfense. L'objectif est d'apprendre la nature des outils tout en s'entraînant pour survivre à une embuscade. C1 réalise qu'il doit être prudent et décide que sa première étape sera d'augmenter son endurance brute. Pour y parvenir, il utilise son nouveau bracelet pour stocker du mana, une méthode qui l'aide à augmenter ses statistiques moyennes de 5 points. Il espère qu'en maintenant ce régime, son corps sera enfin prêt pour le combat d'ici la fin de sa première année. Le professeur finit par l'appeler, mettant fin à sa course de pénalité. On remet une épée à notre héros, pour que l'instructeur puisse évaluer son maniement à travers quelques mouvements de base. En regardant l'arme, C1 sait que le poids supplémentaire et le drainage de mana du bracelet rendront ses mouvements lourds. Bien que sa technique de sa vie passée soit incroyablement raffinée, il décide de s'engager dans la frappe. Pour les autres étudiants qui l'observent, ses mouvements semblent atrocement lents et laborieux. Le professeur remarque d'abord que si la lame de C1 semble connaître sa trajectoire, l'exécution est précipitée et manque de puissance. Il se prépare à faire une critique avant de passer à un match, mais le mouvement suivant de C1 le laisse complètement paralysé. Dans un soudain flou de mouvement, il manie son épée jusqu'à ce que la lame repose directement contre la gorge de son instructeur. Clairement secoué, Miles exige de savoir qui lui a enseigné une technique de si haut niveau. C1 se retrouve dans une position délicate,
se souvenant que son instructeur dans sa vie passée prétendait avoir inventé ce style spécifique en seulement 10 minutes. Cette personne était en fait un client fauché qui ne pouvait pas payer une facture de forge et avait réglé avec cette technique à la place. C1 trouve rapidement une excuse, affirmant qu'il a simplement appris ça en regardant des vidéos en ligne. Époustouflé par le talent naturel apparent du garçon, Miles lui demande s'il est intéressé par l'apprentissage de cet art dans les règles. Il propose même de rédiger personnellement une lettre de recommandation pour le cours d'élite de contrôle du corps à Kharkiv. C'est ainsi que C1 se retrouve à Kharkiv cet après-midi-là. Là-bas, il reconnaît quelqu'un de sa vie passée, un homme qui essaie actuellement de se débarrasser d'un étudiant insistant suppliant pour des cours. Dans sa vie antérieure, cet homme était un héros de classe S à la retraite et un client régulier connu sous le nom du briseur des épées, Ma Guangxu. C1 a du mal à croire que ce même homme, qui a fini par vivre pour le jeu et l'alcool, était à l'origine un professeur. Le professeur s'irrite encore plus en voyant un autre étudiant approcher. C1 se présente et mentionne la recommandation du professeur Ricardo. Jake, qui est également présent, intervient pour informer le professeur que C1 est le major de promo du département de raffinage de cette année. Malgré ce titre, le professeur trouve que notre héros a l'air plutôt médiocre au premier coup d'œil. Pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'étudiant blond persistant, le professeur propose un défi. Le blond doit vaincre C1 s'il veut être pris comme étudiant. Il déclare que le gagnant sera celui qui parviendra à porter le premier coup. Le match commence, et l'étudiant blond se précipite immédiatement vers C1. Le professeur observe de près, remarquant que C1 est étrangement détendu. Il se rend compte que notre héros maximise sa flexibilité en supprimant toute tension de son corps, suggérant qu'il cherche à l'agripper plutôt qu'à frapper. Pour le professeur, le match ne semble d'abord pas très amusant à regarder. Alors que les deux adversaires réduisent la distance, le blond semble avoir le dessus, le repoussant avec tout ce qu'il a. Cependant, notre héros a une longueur d'avance. Il active l'anneau explosif pour manipuler la gravité au moment crucial. En un clin d'œil, C1 recule, mais alors que le blond s'élance sur lui, il se retrouve étourdi. C1 parvient à écorcher le nez de l'étudiant dans la mêlée et lui demande froidement s'il a peut-être été un peu trop rapide pour lui. Le professeur reste sans voix après avoir assisté à l'attaque. Une fois qu'il retrouve sa voix, il leur annonce que la démonstration est terminée, soulignant qu'il ne peut absolument pas enseigner à Jake puisque le garçon a échoué. Cependant, C1, toujours aussi arrogant, souligne que puisqu'il est celui qui a vaincu Jake, le professeur est désormais obligé d'enseigner au blond. Ce coup de force pousse l'instructeur à admettre qu'il est vraiment pathétique pour le major de promo Kharkiv de se faire battre par un forgeron. Grognon, il accepte d'enseigner à Jake et promet d'envoyer un emploi du temps plus tard, ce qui, d'une manière ou d'une autre, illumine le visage du garçon malgré la défaite. Après que le garçon l'ait remercié, le professeur le chasse pour pouvoir parler seul avec C1. Une fois seul, le professeur exige de voir la même technique que C1 a montré au professeur Ricardo. Il se précipite en avant et balance son épée, mais en un battement de cœur, le professeur le désarme. Il explique que cette technique est la mise à mort au premier regard. Elle a un grand potentiel, mais l'exécution de C1 est si grossière qu'elle est inutile contre un vrai bretteur. Il affirme même qu'il briserait les os de la personne qui a créé une telle compétence, sans se douter qu'il est techniquement celui qui la créera dans le futur. Quoi qu'il en soit, il propose d'aider C1 à se forger une base physique adéquate pour soutenir une telle compétence. Notre héros est officiellement inscrit dans son cours et renvoyé. En le voyant partir, le professeur ne peut s'empêcher de penser que le garçon a une trop haute opinion de lui-même. Dehors, Jake le rattrape et lui tend une invitation, celle-là même que Erika voulait qu'il ait. C'est une invitation à noblesse, un rassemblement prestigieux pour les cadets des familles d'élite. C1 hésite, mais Jake insiste sur le fait que c'est en signe de gratitude pour l'avoir aidé à se faire accepter par le professeur. Sur le chemin du retour vers son département, C1 passe en revue son emploi du temps. Avec des options mineures en composition de barrières et en contrôle corporel, il décide qu'il a besoin d'une mineure de plus dans son propre département. Il pèse le pour et le contre entre l'alchimie et l'enchantement. C'est alors qu'apparaît un nouveau personnage, une fille aux yeux pétillants qui est complètement sous le charme de son bracelet. Elle lui demande avec enthousiasme s'il l'a fabriqué, et quand il confirme, elle le supplie d'y ajouter un enchantement. À ce moment-là, un lien se crée avec la fille, Leia Claudel. Dans sa vie antérieure, c'était un génie qui augmentait le rang d'un armement de 2 niveaux entiers grâce à ses enchantements. Elle a fini par bouleverser toute l'industrie de l'enchantement. Elle pousse presque un cri en réalisant que le bracelet est fait de roches d'encre lourde. Il s'assoit pour qu'elle puisse l'inspecter, et elle commence à divaguer sur les formules à utiliser. Le problème, c'est qu'elle veut en ajouter beaucoup trop. La compatibilité des matériaux est tout simplement trop bonne pour passer à côté. Face à sa passion, C1 décide de lui laisser l'objet puisqu'il a déjà un bracelet de rechange sous la main. Elle est émerveillée par sa confiance, et il se présente officiellement. C'est une élève de 3e année du département d'enchantement. Leur conversation est écourtée quand l'un des laquais d'Erika arrive, exigeant de parler à notre héros. Leia tente de protester contre cette interruption, mais C1 l'arrête, disant au gars de dire ce qu'il a à dire tout de suite pendant qu'il finit son café. L'homme exige qu'il s'excuse auprès d'Erika pour son impolitesse en déchirant son invitation. C1 lui rappelle que c'est Erika elle-même qui lui a demandé de la déchirer. Le laquais admet que c'est vrai,
mais soutient que notre garçon n'aurait pas dû accepter la nouvelle invitation de Jay. Frustré, C1 demande si c'est vraiment Erika qui l'a envoyé, mais il est clair que le type agit de son propre chef. Leia intervient pour le remettre à sa place, soulignant que tout le monde sait qu'il n'est qu'un serviteur du jeune maître de la famille Inoue. Furieux, l'homme déclenche un sort d'illusion, déformant l'environnement et grognant qu'il y a beaucoup de gens à Babel bien supérieurs à eux deux. C1 fait remarquer que l'homme doit sûrement parler de lui-même, ce qui ne fait qu'attiser la colère du laquais. En réponse, l'homme envoie une horde de bêtes illusoires chargées vers eux. Au lieu de reculer, C1 reste fermement sur ses appuis. Il se rend compte que ces bêtes ne sont pas faites de pur mana. Il devine juste en déduisant que l'homme utilise une plume comme support pour ancrer son illusion. Terrifié que son secret soit découvert, l'homme regarde C1 lui arracher facilement sa dague. Utilisant l'empreinte de lien du fer de gloutonnerie, C1 fait en sorte que le métal consume entièrement la dague. Le laquais pousse un cri horrifié alors que son arme d'une valeur de 1 million s'évapore dans les airs. C1 ne s'arrête pas là. Il active son anneau explosif, se jette sur l'homme à toute vitesse et lui assène un coup de poing brutal qui met fin à l'affrontement. Une fois la nuisance écartée, il se retourne vers Leia et lui demande quel cours elle recommanderait dans le département d'enchantement. Excitée par cette idée, elle lui suggère de prendre l'enchantement ancien, mentionnant qu'elle suit elle-même ce cours en ce moment. Le laquais fuit C1, seulement pour tomber nez à nez avec Erika. D'un ton glacial, elle exige de voir sa dague. En prenant l'arme, elle lui ordonne formellement de ne pas signaler l'incide à son frère, affirmant qu'elle réglera l'affaire elle-même avec le chef de famille. En inspectant la lame, elle remarque l'enchantement anti-vol et se demande si C1 a créé une compétence de contre basée sur sa propre magie de barrière et celle du professeur. Elle évalue son aptitude en forge comme potentiellement supérieure au rang S, mais en voyant sa maîtrise de la magie, elle réalise que son aptitude magique doit être réévaluée au moins au niveau A. Pendant ce temps, de retour en classe, C1 reçoit une notification lui indiquant qu'il a établi un lien avec Erika. Il se demande si elle a assisté à son combat à sens unique avec son serviteur. Puisqu'il a volé la formule de la dague du laquais pendant l'extraction, il a déjà créé plusieurs répliques pouvant servir de compensation. Bien qu'il ne puisse pas encore les utiliser, il prévoit de les combiner avec le fil des prix noirs. Maintenant, il s'ennuie pendant le cours, car il connaît déjà tout ce que le professeur Kim enseigne. Finalement, le professeur passe à la partie pratique du cours. Il place des briques de métal devant les élèves, expliquant que même si le matériau est le même, ils peuvent modifier sa forme en fonction de la disposition du mana. Il démontre la déformation du fer, expliquant que maîtriser cette polyvalence est ce qui détermine le talent d'un forgeron. Il insiste sur le fait qu'ils doivent saisir le véritable potentiel du métal qu'ils manipulent. L'assistant Han distribue les lingots, et Kim donne aux étudiants leur premier exercice, manipuler la disposition du mana pour créer une simple éraflure. Il les avertit d'être prudents, car les lingots sont très sensibles. C1 observe le cours et réalise que le professeur n'a pas encore rejeté le potentiel de la forge magique. Les élèves ont 10 minutes. La plupart paniquent car leurs lingots ne reprennent pas leur forme initiale. Seul Hans et C1 réussissent. Hans déborde de confiance, certain que sa vitesse et sa compétence égalent celle de C1. Il est ravi lorsqu'il termine l'étape suivante avant C1, mais sa joie est de courte durée. Le professeur Kim exige que Hans redonne à son lingot sa forme d'origine, car la disposition du mana est complètement détruite. Le métal ne peut pas supporter la déformation car la méthode de traitement était mauvaise dès le départ. Le blond est sous le choc, affirmant qu'il a suivi les instructions à la lettre. Kim lui rappelle qu'il n'a pas su saisir le potentiel du métal. S'il ne peut pas restaurer la disposition, l'équipement ne fait que se détériorer, il ne se déforme pas. Alors que Hans est forcé de recommencer, il remarque que C1 est dans la lune et suppose que son rival a échoué. À ce moment précis, le dit rival termine ses propres arrangements. Le professeur Kim est tellement stupéfait qu'il lui demande de démontrer la déformation à nouveau. C1 répond avec arrogance que c'est uniquement possible parce que ses lingots sont spécialement ajustés pour les cadets, et qu'il n'aurait pas pu faire ça avec du fer normal. Kim accepte à contre-cœur, mais son esprit divague vers le sein du feu sacré, Lee Kansai, le plus grand forgeron et créateur de la formule de déformation. Il se demande si C1 a trouvé un moyen totalement différent d'obtenir les mêmes résultats. Une fois le cours terminé, Kim l'arrête et lui offre un jade de feu cramoisi en guise de cadeau d'admission. Il explique qu'en absorbant son essence, C1 pourra renforcer de façon permanente sa flamme cramoisie. C1 le remercie, et le professeur lui suggère alors de prendre une mineure spécifique, les bases de l'armement, dont il donne les cours. Ce cours bénéficie du plus gros budget de Babel. C1 repense à sa vie passée, réalisant qu'il n'avait même jamais entendu le nom du professeur Kim à l'époque. Il se demande si l'homme a connu une fin tragique dans la chronologie originale, mais note que dans cette vie, les choses prennent définitivement une tournure beaucoup plus médiatisée. Il décide alors de suivre ce cours. Le professeur lui rappelle qu'il est déjà surchargé d'options mineures, mais finit par accepter, notant que cela portera son total à 4. En se serrant la main, C1 profite une fois de plus du contact physique, utilisant l'extraction de liens pour tirer du fer porteur de flamme directement du professeur. Plus tard, de retour chez lui, C1 réfléchit à sa compétence unique. S'il peut extraire du métal d'une personne, cela implique qu'il a également la capacité de forger et de façonner un corps humain. En temps normal,
posséder plusieurs attributs de mana est dangereux car ils s'entrechoquent dans le corps, c'est pourquoi on conseille généralement aux forgerons de s'en tenir à un seul. Cependant, le cas de C1 est différent. En laissant s'épuiser son mana interne, celui habituellement utilisé pour bloquer la chaleur, son corps commence naturellement à absorber l'essence de la flamme cramoisie. Il réalise que pour maîtriser cela, il doit se construire un circuit de mana interne spécifique pour cette flamme. Il entame le processus épuisant de forger sa propre énergie interne. En réussissant, son mana d'attribut se renforce, et sa flamme cramoisie passe du rang F au rang E+. Cette percée lui octroie une compétence de rang S, la magie de forge du corps spirituel. Ses capacités physiques explosent, et sa force ainsi que ses statistiques globales connaissent une amélioration significative. Cependant, l'afflux massif de puissance est presque trop dur à supporter. Juste au moment où il est sur le point de s'effondrer et d'abandonner, il entend la voix de Leia. Elle l'interpelle, lui disant qu'avoir les matériaux mais abandonner maintenant est tout simplement stupide. Elle lui demande sans détour s'il va vraiment s'avouer vaincu. C1 ouvre brusquement les yeux, sa détermination ravivée. Il se résout à utiliser chaque outil et avantage à sa disposition. Assis seul dans sa chambre, il se fixe un unique objectif moteur. Il ne vivra pas cette vie avec des regrets, que cela implique un ami ou un ennemi. Le lendemain, l'atelier est une véritable fourmilière. Les étudiants terminent les objets qu'ils ont passé le semestre à créer, car ils doivent fournir les produits finis à l'école et aux acheteurs externes. L'assistant en encourage tout le monde à tout donner, leur rappelant que leur budget dépend de cette dernière étape. Tout le monde se plonge dans le travail, mais C1 est loin d'être satisfait. Son corps n'est toujours pas au meilleur de sa forme, ce qui a causé un léger désalignement dans sa dernière pièce. Refusant de choisir la facilité, il recommence le processus de forge depuis le début. Il sait que bien qu'un produit standard soit suffisant pour assurer son budget, il veut produire au moins un objet de très haute qualité. Tandis qu'il travaille, le cliquetis rythmé de son marteau commence à charmoniser jusqu'à ce qu'il l'entende, le son de la mer mourante. C'est le signe qu'il puise dans quelque chose de profond. Quand il termine, la lame n'a pas seulement un tranchant temporaire. Un fil permanent est gravé dans le corps même du métal. Il a réussi à créer l'épée longue de lumière blanche, et ce faisant, il débloque la compétence de style de lumière blanche de rang C. Même s'il a utilisé du fer ordinaire, ses compétences d'avant sa régression commencent clairement à refaire surface. Alors qu'il admire son travail, beaucoup de ses camarades peinent à produire quoi que ce soit d'à peu près décent. Le samedi matin, C1 retrouve Leia. Il est curieux de voir ses compétences de base en enchantement en action, alors elle le conduit dans un atelier isolé caché dans le quartier d'Akarkuf. Ils finissent par arriver à une quincaillerie appartenant à une vieille femme nommée Elena. Dès qu'il entre, Elena crie sur Leia, lui demandant immédiatement si C1 est son petit ami. Quand Leia le présente comme le major du département de raffinage, la grand-mère se moque, remarquant que l'académie a dû revoir ses critères à la baisse pour accepter un garçon à l'air aussi frêle. La vieille dame reporte alors sa colère sur Leia, lui montrant l'énorme pile de travail qui cesse d'accumuler. En regardant autour de la boutique, C1 admire la compétence cachée d'Elena mais se demande pourquoi quelqu'un de son calibre gère une simple quincaillerie dans un endroit pareil. Leia admet que la charge de travail est lourde et montre à C1 sa palette d'enchantement et les poudres qu'elle fabrique en broyant des pierres magiques. Il l'observe manipuler bien plus que les 8 couleurs de base avec une diversité incroyable. Quand il lui demande si elle peut restaurer des formules d'enchantement endommagées en utilisant uniquement sa palette, elle confirme. Elle explique que c'est ainsi qu'elle gagne de l'argent, en faisant renaître des enchantements sans avoir à se soucier des coûts élevés des matériaux. En la regardant travailler, C1 réalise que l'intello n'a pas raté le titre de major par manque de talent. Elle est simplement tellement plongée dans la joie de son art qu'elle ne se soucie pas des titres ou des classements. En explorant la boutique, les yeux de C1 s'arrêtent sur une pierre à aiguiser spécifique qui résonne avec le mana pour octroyer des effets spéciaux. Il a très envie de se tester, d'autant plus qu'il vient de graver la lumière blanche pour la première fois dans cette vie. Ses pensées sont interrompues par Elena, qui le presse de choisir quelque chose dans le tas de ferraille et de se mettre au travail. C1 trouve un couteau usé. Le tranchant est émoussé, mais il remarque que l'axe n'est pas tordu, ce qui lui indique que cette lame a appartenu à quelqu'un qui savait vraiment manier une épée. Il décide d'utiliser la pierre à aiguiser de haute qualité pour affûter le tranchant jusqu'à sa limite absolue. Alors qu'il commence ce processus délicat, la précision de ses mouvements fait s'arrêter Elena, qui se demande si ce gamin n'est vraiment qu'un étudiant de première année. Au fil de la matinée, la fille intello termine sa propre tâche et remarque que Elena est complètement hypnotisée par le travail de C1. Elle taquine la vieille femme, suggérant qu'elle cherchait une erreur à critiquer, mais qu'elle a fini par recevoir une leçon elle-même. Le commentaire vaut à la fille une petite tape ludique et rapide de la part de la grand-mère. C1 termine enfin et remet le couteau, tout en promettant qu'il fera un travail encore meilleur la prochaine fois. Elena s'empresse de les chasser tous les deux de la boutique, faisant semblant qu'il la gêne. Un instant plus tard, son frère entre pour récupérer son couteau, mentionnant qu'il a été submergé de commandes dans son restaurant. Elena ne cache pas sa désapprobation, grommelant que l'homme devrait être professeur dans le département de combat au lieu d'être propriétaire de restaurant. Lorsque l'homme inspecte son couteau, il s'arrête net. Il demande à Elena si elle l'a aiguisé elle-même ou si l'un de ses assistants a enfin monté en niveau, mais elle le surprend en révélant qu'un simple étudiant de première année a fait le travail.
Après avoir analysé le tranchant terrifiant et le talent qui s'y cache, l'homme se demande qui est vraiment ce mystérieux étudiant. Sur le chemin du retour, C1 et Leia discutent du passé d'Elena. Leia explique que la vieille femme est en fait une professeure retraitée du département de raffinage qui a ouvert sa boutique à Akarkuf après avoir quitté l'académie. C1 s'interroge sur l'histoire de son départ, d'autant plus qu'il se souvient que le département de raffinage était le plus faible de Babel dans sa vie passée. Il note que ce n'est pas un détail qu'il devrait négliger. Leia lui demande timidement son avis sur ses enchantements. Il loue ses fondamentaux qu'il juge impeccables, mais juste au moment où elle commence à se vanter, il la fait taire en la qualifiant d'étroite d'esprit. Il souligne que malgré sa vaste connaissance de diverses méthodes, elle ne les essaie jamais vraiment. Elle est interloquée, mais il insiste sur le fait qu'elle fait partie de ces gens qui connaissent la théorie mais manquent de courage créatif pour l'exécuter. Il lui dit que l'imagination d'un créateur est sa plus grande arme, mais qu'elle a réprimé la sienne. Lorsqu'elle proteste qu'elle comprend évidemment son art, C1 décide de lui montrer une astuce. Il utilise une analogie. Si elle a besoin de placer une pierre sous la surface de l'eau, créer la pierre c'est forger, mais sculpter l'image de cette pierre immergée à la surface de l'eau, c'est enchanter. L'enchantement, explique-t-il, existe dans la nature d'un rêve. Il dégaine sa flamme cramoisie et lui montre la dague. Leia est stupéfaite de voir que le renforcement n'est pas seulement à la surface, mais qu'il est gravé sous le métal. Il lui suggère d'essayer de superposer ses enchantements si un seul ne suffit pas. Il fait une démonstration en lançant un couteau, expliquant comment le tranchant s'écoule le long du courant de la flamme cramoisie. Bien que son propre enchantement soit techniquement imparfait, il accorde sa confiance à Leia, sachant que les génies comme elle trouvent toujours un moyen une fois qu'on leur montre la voie. Convaincue et inspirée, elle demande à garder la dague pour pouvoir la retravailler correctement. C1 accepte et lui remet même les autres dagues sur lesquelles il travaillait. Alors qu'elle le remercie joyeusement, C1 réussit à extraire une pierre de lien d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Plus tard, notre garçon se dirige vers la salle d'arts martiaux, se demandant s'il rencontrera le chien enragé pendant le match d'aujourd'hui. Il ne peut pas non plus s'empêcher de se demander pourquoi Erika s'accroche actuellement à son dos. Il lui demande si elle lui laissera un peu d'espace s'il essaie de la repousser, et elle accepte de lui donner un peu de place. N'ayant pas d'autre choix, il la laisse l'accompagner. Pendant le trajet, il parvient à extraire une pierre de lien de son contact. La pierre de lien social de rang SD Erika contient du mana accordé et compressé qui peut ajuster les arrangements de mana internes désorganisés lorsqu'elle est mélangée à des minéraux. Pendant ce temps, la pierre de lien qu'il a prise à Leia est l'éclosion explosive complexe de haut niveau, qui agit comme un puissant amplificateur pour pousser le potentiel des minéraux mélangés à leur limite absolue. Ils arrivent enfin à la salle d'arts martiaux, où la commentatrice se présente comme la plus jeune professeure de Babel, Renfant. Renfant présente les poids lourds, et la foule s'enflamme. La première est l'héritière de la famille Myers, une major de 4e année d'Akarkuf. C'est un monstre absolu au combat avec un art martial surhumain de classe A. Il s'agit d'Arya Myers, la sainte de l'épée qui finira par conquérir la tour des héros dans le futur. Vient ensuite le successeur de la roue de flamme, de la lance de braise, et le major de 3e année, le patrimoine culturel immatériel sud-coréen en personne. C1 ne peut s'empêcher de sourire en le voyant, sachant qu'à l'avenir, ce garçon à l'air poli deviendra l'infâme chien enragé, Yom Seonga. Le match commence sur les chapeaux de roue, les lames s'entrechoquant instantanément. Arya a clairement le dessus, acculant Seonga avec une précision impeccable. En voyant la performance médiocre de Seonga, C1 se demande pourquoi le successeur d'un style de lance aussi prestigieux a tant de mal. Ne reçoit-il pas le soutien dont il a besoin? Mais plus que cela, c'est la mauvaise qualité de la lance qu'utilise Seonga qui dérange vraiment les instincts de forgeron de C1. Finalement, le chien enragé perd le match et abandonne sur le champ. Habituellement, des interviews sont prévues pour les deux joueurs, mais Seonga sort en trompe de l'arène avant que quiconque ne puisse prendre un micro. Alors que Arya commence son interview d'après-match, C1 aperçoit Seonga partir et décide de le suivre, se levant de son siège. Erika le remarque se diriger vers la sortie et a l'air un peu soulagée. Elle est contente qu'il ne reste pas pour regarder son frère se battre ensuite, bien que C1 lui dise qu'il n'est tout simplement pas intéressé par l'attitude odieuse d'Arya. Cependant, ce que C1 ne réalise pas, c'est qu'en se levant pour partir, il a attiré le regard vif et attentif d'Arya Myers elle-même. C1 retrouve Yom Seonga dans un parc près de la salle d'arts martiaux. En l'observant de loin, il se souvient de l'homme que Seonga va devenir, le chien enragé qui a servi de pilier à l'escadron de la mort, finissant par sacrifier sa vie pour abattre le dieu démon de la mer de l'extinction. En ce moment, Seonga n'est pas du tout aussi tordu qu'il ne l'était dans le futur, donc C1 se dit qu'extraire une pierre de lien sera beaucoup plus facile s'il joue bien ses cartes. Seonga le remarque immédiatement. Il le reconnaît dans le public et admet que le gamin a un talent pour traquer les gens, mais il est d'humeur sombre. Il exige de savoir pourquoi notre garçon le suit. C1 essaie de rester amical, mais Seonga ne l'entend pas de cette oreille, lui disant sévèrement de dégager. Quand notre garçon insiste, le chien enragé craque, déclarant à quel point il déteste les faibles qui pensent être à son niveau juste parce qu'ils ont un peu de talent. Comparé à la version terrifiante de l'homme que notre héros a connu dans sa vie passée, ce comportement semble en fait plutôt poli. Réalisant que les mots ne fonctionneront pas, C1 active sa flamme cramoisie. La vue de celui-ci tenant bon rend Seonga furieux, surtout quand notre garçon le provoque,
suggérant que Seonga sera responsable de la fin de l'héritage de la lance de braise de la roue de flamme. Voyant rouge, Seonga se précipite en avant avec un coup de poing censé mettre fin à la conversation. Mais juste au moment où le coup va porter, notre héros active l'empreinte de lien, fer de gloutonnerie qui lui permet de dévier la force massive de la frappe. Seonga est choqué. Il reconnaît enfin que C1, en tant que major de département, a bel et bien le droit de se tenir devant lui, mais il ne peut pas laisser passer l'insulte. Il charge à nouveau, bien décidé à montrer la véritable puissance de la roue de braise. La seconde suivante, Shang se fige, complètement confus. La braise qui devrait appartenir uniquement à la technique de sa famille vacille soudainement dans la main de C1. L'effroi l'envahit lorsqu'il réalise que C1 ne s'est pas contenté de bloquer l'attaque. Il a démantelé la formule et l'a volée. Il attaque à nouveau dans une rage aveugle, mais Seun esquive sans effort. Il sait que Seonga est sur le point de perdre le contrôle. Dans le futur, l'incide de la porte de la fleur de flamme s'est produit précisément à cause de cette attitude instable. Cependant, l'effet du fer de gloutonnerie se dissipe et son corps commence à céder sous l'effort. Il sait qu'il doit en finir pour sécuriser le lien, mais il ne peut pas le faire de manière pacifique. Il doit briser la fierté de Seonga pour l'atteindre. Alors qu'il prépare son prochain mouvement, une main attrape le poing de Seonga en plein vol. Ce n'est pas notre héros. C'est Jaek qui a bondi pour interrompre la bagarre. Jaek gère la situation rapidement. Alors que Seonga leur dit à tous les deux de dégager, Jaek traîne littéralement notre garçon loin de la scène. Une fois parti, Seonga se retrouve seul dans le parc, déplorant le fait qu'il vient de chercher des noix à un cadet et de donner un coup de poing qui aurait pu ternir la réputation de la lance de braise de la roue de flamme et faire honte à son maître. En chemin, Jaek continue de réprimander C1 pour s'être battu avec un aîné, soulignant que défier quelqu'un comme Yom-sung est un véritable désir de mort. Notre héros l'ignore, répondant nonchalamment qu'il ne se battait pas vraiment contre lui. Il se contentait de le menacer. Intérieurement, il analyse déjà la notification indiquant qu'il a établi un lien avec Seong. Il sait qu'il peut extraire une pierre de lien dès que la bonne occasion se présente, mais il réalise qu'il y a un léger problème. Comparé au terrifiant chien fou aguerri de ses souvenirs futurs, le Xion actuel est beaucoup plus doux. Cette différence de personnalité signifie que l'effet de la pierre de lien pourrait être plus faible ou différent de ce qui était prévu. Pour obtenir la puissance de haut niveau dont il a besoin, C1 réalise qu'il doit trouver un moyen d'améliorer son lien avec le futur chien fou. Essayant de changer de sujet, C1 se tourne vers son camarade blond, Mest, et lui demande comment va sa main après avoir arrêté le coup de poing du chien fou. Jaek rayonne, se vantant joyeusement que sa main est aussi dure que le fer. Jaek, cependant, ne se laisse pas distraire si facilement. Il angoisse encore à propos de ce que C1 a dit plus tôt au sujet de sa sœur. Sachant que Arya est la sœur de Jaek, C1 n'y va pas par quatre chemins. Il dit tout de go à Jaek qu'elle est coincée. Cela fait apparaître une expression de pure horreur sur le visage du garçon, réalisant à quel point C1 est dans les ennuis, surtout que Arya fouille déjà pour trouver des infos sur lui. Pour couronner le tout, Jaek lâche une dernière bombe. Il lui annonce que sa sœur porte officiellement un intérêt personnel pour lui. Jaek a l'air sur le point de s'évanouir, sachant que lorsqu'Arya Mayer s'intéresse à quelqu'un, les choses ne se terminent jamais calmement. La première chose que notre garçon commente, c'est que Arya doit avoir l'ouïe très fine pour avoir entendu sa conversation dans cette foule bruyante. Il note qu'il accueillera son intérêt tant qu'il restera juste un intérêt. Intérieurement, il calcule déjà quoi tirer l'attention d'Arya, qui est la rivale de Seonga, et le raccourci parfait pour attirer aussi l'attention du fou. Jaek essaie de jouer les médiateurs, l'avertissant que sa sœur n'est pas quelqu'un à prendre à la légère, mais C1 lui coupe la parole. Il qualifie Arya de mesquine et d'insidieuse sans ménagement, ce qui plonge Jaek dans une panique totale. Jaek demande enfin pourquoi il la déteste tant, et les pensées de C1 dérivent vers sa vie passée. Il se souvient comment Arya a soudainement disparu un jour, avant que quelqu'un n'invoque un dieu démon à partir de son épée, la divinité démoniaque de la lumière éteinte. Bien sûr, il ne peut pas dire ça, alors il prétexte simplement que son visage respire pratiquement les ennuis. Au moment où C1 s'en va, Jaek reçoit un texto de sa sœur. Elle veut la moindre information sur C1 et ordonne pratiquement à Jaek de servir de pont, mais son message suivant le fait tressaillir. Elle mentionne que sa mesquine et insidieuse sœur veut une faveur. Cela signifie qu'elle a entendu toute la conversation. Le lendemain matin, notre gars se retrouve dans l'amphithéâtre, bien que son épaule le fasse encore souffrir à cause de l'échauffourée avec Seong. Hans est à proximité, bourdonnant d'anxiété à propos du programme de la prochaine réunion d'échange. Leur professeur, Rizdova du raffinage des attributs, arrive pour prendre en charge les cours majeurs. Les étudiants sont visiblement abattus parce que ce type est un fou notoire. Avant de commencer, le professeur se met à distribuer les résultats de leurs devoirs majeurs de raffinage et leur budget pour le semestre suivant. Un par un, les étudiants récupèrent les leurs, et C1 est laissé pour la fin. Toute la classe meurt d'envie de savoir à quoi ressemble son budget, mais le professeur lâche une bombe. Son budget n'est pas encore dévoilé, car sa soumission était d'une telle qualité qu'ils ont décidé de la présenter d'abord aux enchères publiques de deuxième année. Ils finaliseront son financement après ça. C1 soupçonne d'abord que c'est l'œuvre de Michael, mais il balaie vite cette idée. Il se dit que s'il y avait vraiment un problème, le professeur Kim serait déjà intervenu. Il décide donc de laisser tomber l'histoire du budget pour le moment et se concentre sur le cours.
Le professeur Rizdova commence son cours sur le mana résiduel, et la salle devient silencieuse lorsque Yom-Sung entre en tant qu'assistant bénévole. Les premières années sont stupéfaits de voir un célèbre major de 3e année parmi eux. Le professeur explique que le mana résiduel dans les armements est généralement divisé en deux catégories, le type de charge de base et le type indépendant qui peut générer son propre mana ou l'extraire de l'atmosphère. Comme les types indépendants sont incroyablement difficiles à fabriquer, le professeur annonce qu'ils s'exerceront sur le type de charge aujourd'hui. Il fait signe à Seonga de faire une démonstration, ajoutant que le mana d'attribut feu est notoirement instable et difficile à stabiliser en tant qu'énergie résiduelle. Cependant, si un forgeron parvient à dompter cette nature sauvage, la rétention de chaleur est sans égale. Tout le monde regarde avec admiration Seonga manier sans effort ses lances de braise de la roue de flamme, montrant un niveau de contrôle qui semble impossible. Le professeur termine la partie théorique en leur demandant de créer un objet utilisant le mana résiduel de charge d'attribut feu avec pour thème la roue de flamme. Il dit à tout le monde de se changer et de se retrouver dans la salle de raffinage. Alors que les étudiants sortent, plusieurs essaient de flatter Seonga, mais il leur crie de dégager. Une fois la pièce vide, il s'adresse à notre garçon et exige de savoir exactement ce que le gamin a compris sur lui. Notre gars lâche une sombre évaluation clinique qui laisse Seonga sous le choc. Il explique que la véritable puissance du style de la roue de flamme se mesure au nombre de roues qu'un pratiquant peut manifester, notant que le chef de la secte, Liwan Rayon, est célèbre pour pouvoir en créer 8. Il souligne ensuite que même si Seong peut en manier 6 et vise actuellement une 7e, il heurte un mur où il ne pourra plus les maintenir très longtemps. Seong est visiblement ébranlé car il n'a même pas fait part de cette difficulté à son propre maître. Seun explique que, puisqu'il possède lui aussi un attribut feu, il a pu sentir que les flammes de Seong étaient anormales. Au lieu de faire exploser la puissance correctement, il laisse simplement l'énergie s'échapper au hasard. Réalisant que Seun voit une solution qu'il ne trouve pas lui-même, Seonga exige de connaître le prix de son aide. Notre garçon n'hésite pas et pose 2 conditions. Premièrement, Seong doit payer un prix équitable pour chaque conseil ou aide qu'il reçoit. Deuxièmement, il doit consulter Seun chaque fois qu'il a une décision difficile à prendre. Il lui dit qu'il veut une réponse avant qu'il n'entre dans la salle de raffinage. Après un court silence tendu, le chien fou accepte le marché, à condition que Seun puisse réellement lui montrer une preuve tangible de son talent lors de l'exercice pratique. Seun est prêt à fournir la preuve que Seonga réclame lors de l'atelier de forge de l'après-midi. Pendant qu'il travaille, une vague de murmures parcourt les autres étudiants, car il forge entièrement sans plan. Il regarde avec scepticisme alors qu'il mélange des minerais d'attribut feu et d'attribut ténèbres dans un ratio de 7h3, bavardant qu'il gaspille imprudemment des matériaux et que les manas opposés vont simplement se dissiper dans le néant. Seun est bien trop plongé dans son travail pour se soucier du bruit. Il attend que la chaleur atteigne le point où le mana d'attribut commence à s'échapper, puis retire ses gants. Il est temps de passer à la substitution thermique. Il contrôle simultanément les flammes et son propre mana pour verrouiller les attributs dans le métal. Observant de loin, le professeur Dova comprend enfin pourquoi l'école est si obsédée par la soumission aux enchères de Seun. Ce gamin maîtrise déjà la substitution thermique en tant que simple première année. Bien que cela ressemble à une procédure standard pour un œil non averti, Seonga remarque le génie subtil qui se cache derrière. Notre garçon place le mana de feu à l'intérieur et le mana de ténèbres à l'extérieur, créant un équilibre parfait qui permet de tracer un cercle de mana sans défaut. Cela fait-il pour Xionhe, qui a toujours considéré son propre attribut de mana de ténèbres comme un obstacle interdit à son style de la roue de flamme. En voyant cette méthode, il réalise qu'il pourrait enfin être capable d'intégrer son mana de ténèbres plutôt que de le combattre. Cependant, quand Seonga essaie la méthode par lui-même après les cours, les choses tournent mal. Il parvient à créer une roue de flamme noire, mais sa puissance chute à la 5e roue, le laissant sans la force nécessaire pour une 6e. Arge note que, bien que ces flammes noires soient techniquement plus fortes que cette roue normale, le problème est que l'évaluation de la porte de la fleur de flamme approche. Si Seonga tombe en dessous de 6 roues, il perd sa position de successeur. Seonga est frustré car il n'arrive toujours pas à contrôler pleinement le mana noir, et l'instructeur arrive demain. Désespéré de garder son rang, il lui dit qu'il fera n'importe quoi pour assurer sa position. À ce moment-là, Seun extrait une pierre de lien, la pierre noire rouge résonante. Ce minerai unique permet au mana de feu et au mana noir de coexister en faisant résonner leur longueur d'onde qui s'opposent. Pour exécuter le plan, Seonga emmène Seun dans une salle d'entraînement privée de haute sécurité à Kharkiv. Ils ajustent l'environnement de la salle pour imiter la porte de la fleur de flamme afin que Seonga puisse forger les outils d'entraînement parfaits. En utilisant la pierre de lien qu'il vient de prendre à Seonga, notre gars la divise et insère un morceau dans chacune des 2 lances distinctes. Seonga n'est pas ravi de manier 2 armes, surtout que gérer une seule lance est déjà un défi, mais notre héros lui explique que 2 lances sont le seul moyen d'équilibrer correctement ces 2 attributs de mana contradictoires. Pour que ça marche, il lui explique ensuite que Seonga doit manifester une roue de flamme de la main gauche tout en libérant simultanément le mana d'attribut noir de la droite. Alors que le chien fou commence à s'entraîner, il se heurte immédiatement à un obstacle. Notre héros lui fait remarquer que Seonga laisse inconsciemment fuiter du mana noir dans sa main gauche. C'est un effet secondaire naturel quand on a plusieurs types de mana. Mais dans le cas de Seonga, l'énergie est un véritable chaos car il a passé des années à essayer de réprimer l'attribut noir.
C1 lui explique que s'il parvient simplement à s'habituer à manipuler les deux en même temps, atteindre le niveau de la 6e roue deviendra un jeu d'enfant. Pour accélérer le processus, il fait porter à Seonga un bracelet spécialisé pour aider à stabiliser le flux. Après 3 heures d'entraînement éreintant, le chien fou commence enfin à s'adapter. Cette technique a en fait été créée par son futur lui, elle lui correspond donc parfaitement. C1 observe attentivement, analysant chaque détail, les schémas respiratoires, les mouvements musculaires, le transfert de gravité et la longueur d'onde spécifique du mana alors qu'il circule à travers le corps avant d'être libéré à la pointe de la lance. Seonga finit par remarquer son regard insistant et lui demande ce qu'il fait. Notre gars lui explique nonchalamment qu'il collecte simplement des données pour lui forger une arme. Il rappelle à Seonga qu'il a encore un devoir à rendre, et qu'il ne devrait donc pas se faire trop d'espoir. Mais le chien fou admet qu'il n'attend pas grand-chose du travail d'un élève de première année. La conversation dérive ensuite sur la raison pour laquelle Seonga est si désespéré de rester le successeur. Il avoue que c'est parce que c'est le souhait de son maître. Notre héros se souvient de sa vie passée que Seonga était un orphelin recueilli par son maître, le premier chef de secte et un héros de classe S. Même si son maître a fini par prendre sa retraite suite à une blessure, Seonga le considère comme un père et ressent le poids de devoir réaliser son rêve. Seonga retourne alors la question à C1, lui demandant ce qu'il gagne dans tout ça. Notre garçon ne prend pas de pincettes pour lui répondre. Il lui explique que bientôt, les 6 grands royaumes démoniaques seront engloutis par le marais du pandémonium, et que le monde grouillera de bêtes démoniaques. Pour arrêter le catalyseur, il doit pénétrer dans ces royaumes, ce qui nécessite 2 choses, des personnes puissantes pour le protéger et des matériaux pour forger des armes. Avoir Seonga comme futur chef de secte lui offre le soutien financier et l'influence politique dont il a besoin. Seonga le traite de matérialiste, ce qu'il ne nie pas. Ils sont pratiquement des inconnus. Alors pourquoi les drailler gratuitement? Seonga comprend enfin les enjeux et fait un sombre serment. Si notre héros l'aide à devenir le chef de la secte, il le suivra dans ces 6 royaumes démoniaques. À cet instant, C1 revoit le futur chien fou qui lui avait autrefois exigé une arme capable de tuer des divinités démoniaques. Avec ce souvenir en tête, C1 utilise son empreinte de lien sur la pierre noire rouge résonnante, fermement déterminé à transformer son aîné en une véritable force de la nature. Le lendemain, l'instructeur Ganglian de la porte de la fleur de flamme arrive dans la salle d'entraînement publique du premier étage du Flavium. Il amène avec lui des disciples choisis par le chef de la secte, espérant élargir leurs horizons grâce à un combat d'entraînement. Lorsque l'instructeur commence à se moquer de lui, Seonga l'avertit de surveiller ses paroles. L'homme sournois lui présente de fausses excuses et demande à procéder à l'évaluation des compétences, mais le chien fou crée la surprise. Il exige un test de promotion pour la 7e roue. L'instructeur est pris de court. À ses yeux, Seonga n'est qu'un imbécile qui tente d'usurper le siège du chef de secte par la seule force de ses efforts. Il se souvient des ordres du chef de la secte de s'occuper de lui s'il essayait un jour de défier la 7e roue. Avec un sourire doucereux, il essaie de gagner du temps, mais Seonga lui demande sombrement s'il a trop peur de perdre son poste d'instructeur pour relever le défi. Finalement, ils se mettent d'accord sur un match d'entraînement de domaine, une simple épreuve de force où la roue de flamme la plus puissante l'emporte. Seonga a besoin d'au moins une victoire ou d'une égalité pour obtenir sa promotion. Alors qu'il s'avance, l'instructeur se moque de l'aspect grossier des lances courtes qu'il tient entre ses mains. Il rappelle à Seonga que l'utilisation de l'attribut noir est strictement interdite puisqu'il ne peut pas le contrôler, et qu'il ne sera pas reconnu comme une véritable roue de flamme. Mais Seonga l'ignore et parvient à manifester la 7e roue, en fusionnant parfaitement les 2 attributs. L'instructeur reste arrogant, affirmant que Seonga va le regretter alors qu'il active ses propres roues. Mais une seconde plus tard, une énorme explosion secoue la salle. Un dragon de flamme noire transperce les roues de l'instructeur, les déchiquetant complètement. La force est tellement écrasante que la propre lance de l'instructeur se brise, le laissant totalement vaincu. Une fois l'instructeur parti, la cérémonie de promotion de Seonga est programmée. Il sera bientôt reconnu comme instructeur et successeur officiel. Lorsque C1 lui demande ce qu'il faut pour devenir véritablement le chef de la secte, il lui explique les 2 conditions. D'abord, il doit atteindre la 8e roue. Ensuite, il lui faut le consentement de la majorité des instructeurs. Puisque ce consentement s'obtient généralement à travers des combats d'entraînement officiels et brutaux, ce ne sera pas facile. C1 reste confiant de pouvoir à Y amener et le nargue en lui disant de se concentrer uniquement sur la façon dont il va le rembourser. Seonga accepte de payer n'importe quel prix à sa portée. En fait, il est tellement impressionné qu'il souhaite lui passer une autre commande. En regardant les lances jumelles, qui n'étaient à l'origine qu'un devoir rapide, il réalise que si C1 peut fabriquer quelque chose d'aussi puissant en quelques heures, il peut certainement faire encore mieux. Alors il réclame une arme véritablement utile. À ce moment-là, le niveau de lien de C1 avec le chien fou atteint le niveau 2. La relation s'établit davantage, et une pierre de lien sera prête une fois leur prochaine grande transaction terminée. Arrivé mercredi, c'est l'heure de la salle des ventes de 2e année. Il y a une foule immense, et C1 décide de changer un peu de tenue alors qu'il s'assoit aux côtés des autres majors de promo, prêt pour que le spectacle commence. Le professeur Kim reste méfiant, se demandant précisément quel genre de machination le vice-doyen mijote pour prendre le contrôle du département de raffinage. Le thème des enchères porte sur les épées de fer avec 30 articles présentés, mais il y a un piège.
Une étape spéciale de vérification de la qualité a été ajoutée. La vérification utilise le Seojinpo, un tissu spécialisé tissé à partir de la fourrure fondue d'une bête de classe S, le tigre blanc. Ce matériau est incroyablement unique car il est souple comme un tissu, mais conserve la dureté du métal, spécialement conçu pour détruire la durabilité de toute arme qui n'est pas parfaitement forgée. En frappant les épées contre ce tissu, les juges peuvent facilement éliminer tout objet qui sacrifie son intégrité structurelle au profit de son tranchant. Alors que les enchères débutent, les juges commencent à tester les épées une à une contre la fourrure de tigre blanc. Erika, observant sur le côté, demande à C1 pourquoi ils utiliseraient une fourrure de classe S aussi rare pour un simple test. C1 lui explique le piège. Bien que le tigre soit connu pour sa dureté, ses propriétés sont en réalité complexes. La fourrure agit comme un dévoreur de métal. Peu importe la qualité apparente d'une lame, la fourrure détruira sa durabilité si le raffinage n'est pas irréprochable. Erika réalise que cela place la longue épée de lumière blanche de C1 dans un désavantage colossal. Il admet que tout le processus de vérification a été truqué spécifiquement pour le faire échouer. Si son arme se brise ou échoue au test, la réputation du professeur Kim en prendra un coup terrible, tout comme la sienne. Cependant, C1 ne s'inquiète pas. Il sait qu'il n'a pas seulement fabriqué une bonne épée. Il a créé un chef-d'œuvre. Finalement, c'est au tour de notre héros. Le juge s'approche de la longue épée de lumière blanche et se prépare à frapper le tissu Seojinpo. Mais alors qu'il balance son coup, quelque chose d'impossible se produit. Au lieu que la lame ne coupe le tissu ou ne se brise contre lui, l'épée est violemment repoussée. L'épée lui échappe des mains et tombe bruyamment sur le sol, laissant tout le public et les juges là, en état de choc total. Ils n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer, mais il est clair que ce n'est pas une épée de fer ordinaire. L'instant d'après, notre gars se lève pour éclaircir ce chaos. Il explique que si une épée typique misant sur le tranchant se briserait contre le tissu Seojinpo, sa lame est différente. Elle rassemble le mana atmosphérique dispersé et le condense en un fil incroyablement fin. Quand le public proteste qu'ils n'ont senti aucun mana, il confirme que la couche est si raffinée et fine qu'elle est presque indétectable, une véritable aura tranchante qui ressemble à de la lumière pure. Il explique que l'épée a été déviée parce que la lame et le tissu partageaient la même aura tranchante de haut niveau, ce qui les a fait s'annuler mutuellement. Il a ensuite utilisé la pierre de lien social pour ajuster les fluctuations irrégulières de mana, garantissant que la lame reste parfaitement stable. Pour le prouver, il teste lui-même l'épée sur le tissu, qui est tranché sans le moindre effort. À cet instant, le rang de l'épée passe officiellement à rare. Comme le tranchant n'est pas aiguisé avec une pierre mais maintenu par une aura renforcée par une compétence, sa valeur grimpe en flèche. Le commissaire-priseur, stupéfait, fait immédiatement passer le prix de départ de 1 million à 5 millions. Soudain, tous les meilleurs étudiants présents dans la salle veulent cette épée comme matériel de recherche. La guerre des enchères se transforme en véritable frénésie. Le major de promotion blond fait monter le prix à 200 millions pendant que Erika continue de surenchérir. Alors que ses camarades jettent par les fenêtres des sommes qui changent une vie, notre pauvre garçon ne peut s'empêcher de penser à son propre solde bancaire dérisoire de 110 000. Finalement, le prix atteint la somme faramineuse de 600 millions offerte par nul autre que la doyenne rousse. Jake est laissé de côté, l'air grincheux. Sa sœur lui avait ordonné de l'acheter à n'importe quel prix, mais même lui ne peut surenchérir sur la doyenne. Le professeur Kim se contente d'observer avec un sourire fier et suffisant. Plus tard, dans le bureau de Ryu, l'argent est déposé sur le compte de C1. La doyenne explique qu'elle a l'intention d'utiliser l'épée dans une véritable zone de danger plutôt que de la laisser s'abîmer à l'entraînement. Saisissant l'occasion, il lui demande de fixer Yunwal comme destination de la mission de subjugation. C'est un endroit habituellement réservé à l'entraînement des premières années. Alors que la doyenne hésite à cause du protocole, C1 la patte en promettant de lui offrir un équipement sur mesure à leur retour. Elle accepte instantanément et fixe le programme pour la semaine prochaine. En réalité, Yunwal n'est qu'une excuse. Il est en fait à la recherche d'un objet de rang spécial qui a autrefois appartenu à Jürgen Krüger, le chef du groupe UR et le nécromancien le plus puissant du monde. Pendant ce temps, un Jake vaincu fait son rapport à Arya. Elle sait déjà qu'il a perdu l'enchère, mais elle décide de laisser couler sous certaines conditions. Elle dit à Jake que puisqu'il partage un cours de contrôle corporel avec C1, il doit utiliser cette opportunité pour le lui amener. En échange, elle promet de s'occuper de leur père concernant la cérémonie de succession et laisse même entendre qu'elle peut libérer Jake de son statut de major avant l'obtention du diplôme. Motivé par cette chance de liberté, son frère est déterminé à réussir à tout prix. Alors qu'il part, Arya repense aux commentaires de C1 disant qu'elle est détestable. Ce garçon commence sérieusement à lui taper sur les nerfs. Le lendemain, notre garçon soumet son devoir principal pour le cours de raffinement d'attributs, les mêmes lances courtes que Zong a utilisées dans son combat. L'une est la lance pourpre à l'attribut de feu, et l'autre est la lance noire à l'attribut des ténèbres. Le professeur est stupéfait par la qualité du travail, notant que les formules sont si précises qu'elles avertissent l'utilisateur si son contrôle du mana et ne serait-ce qu'un peu décalé. Concrètement, ce ne sont pas seulement des armes. Ce sont de parfaits outils d'entraînement. Le professeur lui attribue une note parfaite et le dispense d'assister au prochain cours, précisant qu'à ce rythme, C1 pourrait pratiquement obtenir son diplôme dès maintenant. Après avoir récupéré ses lances, il se dirige vers la salle d'entraînement pour son cours de contrôle corporel.
Il y trouve Jake qui est déjà présent. Comme C1 est arrivé tôt pour s'entraîner un peu, il propose de partir, mais Jake l'arrête pour lui demander un service. Notre garçon refuse avant même que Jake puisse terminer sa phrase. Il sait déjà que Arya a envoyé Jake pour lui soutirer une arme. En fait, son but est de maintenir l'intérêt d'Arya au plus haut, tout comme il l'a fait avec Ryu. C'est pourquoi il n'est pas prêt de livrer un travail médiocre. Le blond, désespéré de satisfaire sa sœur, sort un marteau de haute qualité, le marteau de flamme noire, et lui propose un pari. Si C1 gagne un combat d'entraînement, il garde le marteau. Si Jake gagne, C1 devra forger une arme pour Arya. Notre garçon accepte, mais à une condition. Jake ne doit pas prononcer le nom de sa sœur pendant un mois entier, et il doit aussi la prévenir de ce silence. Les enjeux étant fixés, notre garçon prépare ses 2 nouvelles lances. Jake n'a pas l'intention de se laisser surprendre comme la dernière fois. Il décide de donner son maximum d'entrée de jeu, compressant une quantité massive de mana dans son poing, cette même puissance écrasante qu'il a utilisée pour stopper le coup de poing de Shang et l'autre jour. Voyant cela, notre gars désactive sa pierre de lien social et active le fer de la gourmandise via sa compétence d'empreinte de lien. Jake remarque la posture fluide de C1 et se demande si le fait d'être forgeron lui donne un avantage naturel pour manier diverses armes. Cependant, le blond reste confiant. Il ne pense pas que C1 puisse le battre simplement en étant familier avec une arme. Il fonce, le poing prêt à en finir, mais est complètement perplexe quand C1 recule et esquive sans le moindre effort. Ensuite, C1 lance la technique de la lance de braise de la roue de feu, ce qui envoie une onde de choc de terreur à travers Jake. Dans sa vie passée, notre gars a passé beaucoup de temps à parler avec l'un des chiens juste pour construire un lien assez fort afin d'obtenir une pierre de haut niveau. Pendant ce temps, il a appris la technique secrète que le créateur n'a jamais transmise à personne. Même si ce que C1 fait maintenant n'est qu'une vulgaire imitation, c'est plus que suffisant pour dominer. C1 se cambre en avant avec sa lance, forçant Jake à reculer de terreur. Jake réalise qu'il se fait mener en bateau par le rythme de C1, mais il sait aussi que les statistiques physiques de C1 sont soutenues par ses compétences. Il décide que sa seule chance est d'esquiver et d'attendre que la durée de la compétence s'estompe pour inverser la situation. D'un autre côté, C1 voit clair dans le jeu de Jake qui cherche à gagner du temps. Sachant qu'il ne peut pas gagner un long combat d'usure, il décide d'en finir rapidement en activant l'anneau explosif, tirant une puissance massive de la pierre de lien de son bracelet. Jake est terrifié alors qu'un torrent de flammes pourpre fond sur lui, réalisant l'intensité du mana que C1 canalise à présent. Sentant la pression, Jake arrête de se retenir. Il matérialise l'épée sans forme du style Mir en utilisant simultanément l'axe bleu et le fil de lumière pour lancer une contre-attaque à grande vitesse à main nue. Notre garçon l'affronte de front avec la lance de braise de la roue de feu. Première révision, croissant d'éclipse. Initialement, il prévoyait d'y aller doucement, mais voir Jake utiliser un art de l'épée de haut niveau sans véritable lame l'oblige à déployer la moindre once de sa compétence pour s'assurer la victoire. Les 2 puissances s'entrechoquent dans une explosion aveuglante de mana. Quand la poussière retombe enfin, les 2 garçons sont à la gorge l'un de l'autre, dans une impasse parfaite. Le poing de Jake est à un petit millimètre du visage de C1, tandis que la pointe de sa lance est fermement appuyée contre le cou de Jake. Jake reste silencieux un moment avant d'admettre finalement sa défaite. Après que Jake ait admis sa défaite, les 2 garçons se calment, et la première chose que suggère C1 est de déclarer le match nul. Jake refuse, soutenant que puisqu'il a utilisé une compétence presque mortelle, cela compte comme une défaite pour le blond. Frustré, Jake maudit bruyamment son incapacité à utiliser une épée. Notre garçon a déjà remarqué le problème. Malgré la réputation légendaire de Myers en matière de maniement de l'épée, Jake ne peut pas utiliser de lame car il finit par briser chaque arme qu'il touche, même celle ayant la durabilité d'un rang héros. Pour diagnostiquer le problème, C1 demande à Jake de tendre sa main droite, de se détendre et de garder son mana immobile. Alors que Jake se demande ce qu'il se passe, il panique quand C1 frappe soudainement sa paume avec un marteau. À travers cela, notre garçon en conclut que le problème vient d'une altération plutôt que d'un simple renforcement matériel. Avec un gémissement, Jake exige une explication. À sa grande surprise, C1 promet de forger une épée spécialement pour lui. À cet instant, il extrait également une pierre de lien de Jake, qui s'avère être une pierre de compression de haut rang d'une qualité supérieure. Elle est parfaite pour compresser le mana absorbé, bien qu'elle se brise généralement si la densité dépasse sa durabilité. C1 promet de fabriquer une épée qui ne se brisera pas sous cette pression. Pendant ce temps, leur professeur, qui écoutait aux portes, établit également un lien avec notre garçon. Alors que Jake sort, le professeur exige de lui parler en privé. Il est méfiant sur la façon dont C1, qui était censé n'être qu'un forgeron, est soudainement si doué avec une lance. Il exige une explication pour sa posture suspicieusement parfaite. Seun sort la pierre de lien d'Erika et explique qu'il s'agit d'une simple compétence d'amélioration permettant à ses muscles d'imiter le corps d'une autre personne. Il fait une démonstration de la compétence, soulignant que la tension physique est immense car elle impose les mouvements à son corps. Le professeur réalise qu'il s'agit de mimétisme d'observation et s'excuse pour sa méfiance. Il révèle qu'il existe un démon, le doppelganger du pandémonium, qui possède la même capacité. Cette entité maléfique tue des héros en copiant leurs compétences, et le professeur lui en garde visiblement rancune.
C1 réalise que le lien du professeur a été établi soit parce qu'il le soupçonnait d'être le démon lui-même, soit parce qu'il le considérait comme la clé pour trouver le monstre. Quand notre garçon montre qu'il comprend la gravité de la menace des démons, le visage du professeur s'illumine, notant que les jeunes de nos jours se soucient rarement des démons. Il admet que les compétences de C1 dépassent déjà son enseignement et promet d'en partager davantage une fois les choses finalisées. Notre garçon sait qu'il a ferré le professeur car ses compétences sont déjà au niveau des majors d'Akarkuf, et ce, malgré le fait qu'il n'ait aucun soutien familial. En sortant, Seun reçoit un message de Sion, qui se sent coupable et veut connaître le prix de son aide récente. En guise de paiement, notre garçon demande des informations sur Louis Valant. Bien que Seonga ne la connaisse pas encore, il promet d'utiliser ses contacts en dehors de la secte pour la trouver. C1 repense à Louis, alias le chien explosif, qui n'était pas aussi célèbre que Seonga dans le passé et sera difficile à retrouver avant sa blessure. À sa grande surprise, Seonga le rappelle presque immédiatement avec les détails. Louis est la vice-major de 2e année du département des éléments, mais elle est actuellement en congé. Lors d'un entraînement, sa propre baguette s'est retournée contre elle, endommageant de façon permanente ses circuits de mana. Elle suit une rééducation à l'hôpital général Ur, mais il n'y a aucune amélioration. Cela choque C1. Si elle est déjà blessée, elle est probablement déjà en train de devenir le chien explosif. À ce moment-là, Jack rattrape C1, bouillonnant de questions sur sa nouvelle épée. Profitant de l'occasion, notre garçon lui montre le coupable derrière la baguette défectueuse de Louis. Les noms impliqués sont les familles Kruger et Barm, alliés par alliance et membres du réseau de l'élite noble. En guise de paiement pour l'épée incassable, C1 exige que Jack enquête sur les 2 familles pour lui. C1 lui annonce qu'il lui faudra environ une semaine pour terminer la lame. Le blond est tellement surexcité qu'il propose de faire absolument n'importe quoi en échange d'une épée qui lui convienne vraiment, mais son excitation se transforme en pur choc lorsque C1 donne son premier ordre. Il veut que Jack lui casse le bras aussi proprement que possible. Il s'avère que tout cela fait partie du plan de notre héros pour se faire admettre à l'hôpital général Ur. Pour se rapprocher de sa cible, il lui faut une raison d'être là, et un bras proprement cassé est le billet d'entrée parfait. La scène passe à l'hôpital où le personnel regarde avec une impatience haletante Louis Valant s'obstiner à pratiquer sa magie. Elle essaie de manifester un projectile de lave, mais sa blessure s'enflamme, lui causant une douleur atroce. Elle gémit, mais ses yeux s'écarquillent d'horreur en entendant les médecins confirmer le phénomène de reflux de mana. Ce son déclenche un flashback du moment exact où elle a reçu sa blessure qui a bouleversé sa vie. Le médecin en chef ordonne immédiatement d'arrêter l'expérience et dit au personnel d'administrer des neutralisants de mana. Louis tente de négocier, demandant désespérément une courte pause avant de reprendre. Cependant, le médecin reste ferme. En raison de la détérioration de son état, il limite sa rééducation à seulement 50 tentatives par jour et la rétrograde à la pratique d'une magie de niveau débutant. La nouvelle la terrifie. Pour une vice-major, être reléguée aux bases ressemble à une condamnation à mort pour sa carrière. La panique s'installe. Elle supplie son médecin de lui donner une chance de plus, mais son désespoir fait que son mana fuit de son système de manière incontrôlable. Le personnel, la voyant perdre le contrôle, prépare un tranquillisant pour la maîtriser. Elle se précipite vers le médecin en hurlant qu'elle en est encore capable, mais un membre du personnel est plus rapide, lui plantant une injection de tranquillisant et la réduisant enfin au silence. Plus tard, elle se réveille seule et maudit le désespoir qui lui a coûté une chance de participer à l'expérience. Elle décide de prendre les choses en main. Si la voie médicale officielle ne fonctionne pas, elle doit trouver un autre moyen grâce à la méditation ou à l'exercice physique. Juste au moment où elle s'apprête à bouger, quelqu'un lui tapote la tête. Elle lève les yeux pour voir notre héros se tenir là, le bras dans le plâtre, exactement là où il le voulait. Nous avions raison. Il s'est blessé exprès juste pour croiser la route de Louis à l'hôpital. La scène revient sur sa vie passée, lors de leur toute première rencontre alors que la moitié de la ville était en flammes. Ils se trouvaient par hasard dans le même bâtiment lorsqu'une alerte de raid aérien d'urgence a retenti, forçant tout le monde à évacuer. C1 scène est sorti de justesse, mais en fuyant, il a croisé le regard de Louis. À l'époque, elle avait supposé qu'il était l'un des cerveaux derrière le chaos, à en juger par son statut de rang A. Dans le présent, C1 la ramène à la réalité en répétant la question même à laquelle elle pense, qu'est-ce ce qu'elle regarde? Louis devient instantanément furieuse, exigeant des excuses pour l'avoir bousculée, mais elle est actuellement trop faible pour se défendre. Notre héros décide de jouer les gentlemen, lui proposant de l'escorter jusqu'à sa chambre ou d'appeler une infirmière. La deuxième option est inenvisageable pour elle. Si elle est surprise hors de son lit, le personnel la confinera pour de bon. Elle le laisse à contre-cœur l'aider à regagner sa chambre, maudissant sa propre faiblesse de ne pas pouvoir gérer un type au hasard avec un bras cassé. Une fois à l'intérieur, il l'aide à trouver l'inhalateur enfoui dans son tiroir. Elle prend une bouffée et ressent enfin un certain soulagement. Cependant, notre garçon ne se contente pas de la regarder respirer, il observe son mana. En suivant le flux d'énergie pendant son inhalation, il réalise que quelque chose cloche terriblement. Il la choque en affirmant qu'au lieu de la soigner réellement, cet inhalateur aggrave son état et lui déchire la gorge. Louis se fige, stupéfaite qu'un étranger fasse une déclaration aussi audacieuse. L'instant suivant, son expression s'assombrit instantanément. Elle exige qu'il répète d'une voix basse et dangereuse, mais C1 ne scie pas.
Il maintient ses propos juste au moment où une annonce retentit dans l'interphone de l'hôpital. C1 est attendu immédiatement au poste de soins du 2e étage. Avant de s'esquiver, il lui donne un dernier conseil. Restez à l'écart de cet inhalateur. Savoir qu'il vient du département de raffinement ne fait qu'attiser sa haine. Elle lui hurle de sortir, l'envoyant balader en disant qu'elle n'a pas besoin des conseils d'un vulgaire forgeron. Il est clair qu'après son accident, elle a développé une aversion profonde pour quiconque est associé à la forge. Malgré cette hostilité, C1 est surpris de voir une notification. Il a déjà établi un lien avec elle. Le médecin l'informe que sa fracture nette nécessite une semaine de traitement et une autre semaine de repos. Avec 2 semaines devant lui, notre garçon commence déjà à comploter. Son but est de soigner les circuits de mana endommagés de Louis, mais sa première priorité est de détruire cet inhalateur, qu'il sait être en réalité un érodeur de mana déguisé. Dans un premier temps, il alerte le médecin de Louis, prétendant l'avoir vu faire une crise alors qu'elle essayait de forcer sa magie. Il sait que le personnel médical la confinera pour sa sécurité, la gardant exactement là où il a besoin d'elle. Le lendemain matin, notre garçon appelle Jake pour avoir des nouvelles des 2 coupables. Jake admet que l'accident de Louis semble louche. Il évoque la Tour d'Ivoire, une organisation indépendante qui sponsorise les cadets magiques en dehors de l'influence de Babel. Son pouvoir sur les étudiants est absolu. Il s'avère que la Tour d'Ivoire sélectionnait un étudiant boursier dans la classe de 2e année, et Louis était la meilleure concurrente. Lors du match de sélection, sa baguette, fournie par la famille Barm, a explosé. Puisque les familles Barm et Kruger sont de mèche, il est évident qu'elles ont fait l'équipe pour l'écraser. Cependant, C1 est plus inquiet pour l'inhalateur. Il demande à Jake s'il ne se passe rien d'autre d'étrange. Jake mentionne que la professeure Charles du département des éléments a fait tout son possible pour sponsoriser son traitement. En apparence, on dirait une gentille professeure aidant une élève, mais l'instinct de C1 lui dit que c'est un piège. Avant de raccrocher, Jake demande nerveusement à C1 de prendre des nouvelles des personnes inquiètes pour sa blessure. Alors, après un moment, notre garçon commence par envoyer un message à Seonga, disant au chien fou d'être gentil s'il tombe sur Jake, ce que Seonga accepte étonnamment. Jake a également mentionné que Erika s'inquiétait, mais comme C1 n'a pas son numéro et se dit qu'elle n'est pas du genre à faire une scène, il décide de s'occuper d'elle plus tard. Son attention se reporte sur sa cible. Il s'avance jusqu'à la chambre de Louis et frappe. Dès qu'elle réalise que c'est lui, elle tend le bras, l'attrape et l'entraîne à l'intérieur en claquant la porte. Elle est plus que furieuse. À cause du petit coup de C1 avec le médecin, elle a été mise au repos strict pour 2 semaines, et l'intensité de sa rééducation a été réduite à néant, au niveau 1. Elle a versé du sang, de la sueur et des larmes dans sa guérison au cours des 6 derniers mois, et maintenant elle a l'impression qu'il a tout gâché en un seul jour. Quand notre garçon évoque à nouveau l'inhalateur, elle rétorque sèchement qu'elle a bien écouté son avertissement et qu'elle a arrêté de l'utiliser. Après que son mana a été brûlé par une baguette défectueuse des Barm, elle a retenu la leçon concernant le fait de faire aveuglément confiance à l'équipement. Cependant, elle est complètement abasourdie lorsqu'il affirme calmement pouvoir la guérir. Elle lui demande d'un ton moqueur s'il sait seulement ce qu'est la brûlure de mana. C1 ne bronche pas. Il confirme qu'il s'agit d'une maladie incurable, quelque chose pour lequel même les légendaires grimpeurs du sommet n'ont pas encore trouvé de remède. Louis est sceptique mais suffisamment curieuse pour écouter sa théorie. Il commence par l'inhalateur, que sa professeure lui a donné. Au lieu de se contenter de parler, il décide de lui montrer la vérité. Grâce à son lien spirituel divin, il visualise ses circuits de mana. Il lui explique la chose très simplement. Son circuit d'origine était conçu pour 110 V, mais la zone érodée dans son cou a été artificiellement poussée à 220 vers. Ses yeux s'écarquillent d'horreur en voyant le même motif de mana instable se manifester dans la gorge de C1 lorsqu'il lui en démontre l'effet. Il explique que ce conflit de tension constant provoque une surcharge perpétuelle, rendant finalement impossible toute utilisation du mana. En comprenant la situation, elle se remémore l'instant où le professeur Charles lui a tendu l'inhalateur. Le professeur lui avait promis que ce serait efficace pour ses blessures, l'exhortant à l'utiliser pour surmonter sa brûlure de mana et lui disant de ne jamais abandonner malgré la douleur. Louis l'avait remercié à l'époque, reconnaissante pour ce soutien. Désormais debout dans sa chambre d'hôpital, les dents serrées, elle réalise enfin qu'on cesse de jouer d'elle depuis le tout début. Elle jure alors de se venger du professeur, et notre héros pousse un soupir de soulagement en voyant la lueur de la raison revenir dans ses yeux. Il lui explique franchement qu'en tant que forgeron, il ne peut pas guérir physiquement sa blessure de mana, mais qu'il peut recalibrer son utilisation du mana pour qu'elle puisse de nouveau utiliser la magie. Sentant l'entourloupe, Louis lui demande ce qu'il veut en retour. Notre gars est direct. Il veut qu'elle l'aide à changer le futur en explorant les 6 royaumes démoniaques. Elle finit par sourire et lui serre la main pour conclure le marché. Plus tard, notre héros lui tend un sac de cerises, ce qui la laisse complètement perplexe. Il explique que la douleur qu'elle ressent vient du mana raffiné qui traverse le circuit endommagé de son cou. Généralement, un mage doit faire circuler le mana raffiné dans tout son corps pour lancer un sort, c'est pourquoi elle est bloquée. Sa solution? Elle doit contourner ce circuit en raffinant le mana directement sur sa langue, un exploit qu'il compare à faire entrer un éléphant dans un frigo. Louis ne croit pas pouvoir y arriver car il n'y a presque aucun circuit à cet endroit, mais C1 lui assure qu'elle est la seule à en être capable. En réalité, c'est elle qui a inventé cette méthode dans sa vie passée, ce qui lui a valu le surnom de chien explosif.
L'entraînement est éreintant. D'abord, elle doit manger une cerise et manipuler délicatement la queue uniquement avec sa langue et son mana. C1 la pousse encore plus loin, l'obligeant à serrer un bâton entre ses dents tout en hurlant des phrases difficiles, les imprégnant de mana et d'émotions brutes. Après une semaine de cet entraînement de fou, elle est frustrée et a l'impression de n'avoir amélioré que sa prononciation au lieu de sa magie. Cependant, elle finit par s'excuser et veut continuer. De son côté, il lui révèle enfin le secret. Tout ce processus consistait à raffiner le mana utilisé pour la magie d'incantation. Louis est choqué de l'entendre. Il explique que les incantations n'ont besoin que d'un minuscule noyau de mana et d'une image mentale puissante pour se manifester. Pour illustrer, il forme une simple manosphère, utilise un sort de transformation pour l'infuser d'éléments, puis lance une incantation d'accélération. La sphère devient si tranchante et rapide qu'elle fait voler en éclats la fenêtre de l'hôpital. Avant même qu'il ne puisse s'excuser pour le verre brisé, il est stupéfait. Louis a déjà saisi le concept. Elle crée sa propre manosphère. L'instant suivant, elle l'étend pour en faire un orbe gigantesque et menaçant. C1 la regarde avec admiration. Il se rappelle que si la magie ignore les lois de ce monde, un mage doté d'une image mentale assez forte peut défier les lois de la magie elle-même. Le chien explosif est submergé par une vague d'émotions brutes, réalisant qu'elle peut enfin utiliser la magie sans ressentir cette douleur atroce. Notre héros lui suggère doucement de pleurer si elle en a besoin, mais elle refuse. Elle ne versera pas une seule larme tant qu'elle ne se sera pas vengée de ceux qui lui ont fait ça. Pour l'aider à surmonter le traumatisme de son accident, C1 sort son téléphone et s'apprête à semer la zizanie sur le forum de l'académie. Plus tard, sur les terrains d'entraînement fictifs de la Tour d'Ivoire, un groupe de première année peine à vaincre un simple monstre squelette. En observant ce spectacle pathétique, le méchant de cet arc, Goth, leur dit avec moquerie de dégager. Pendant qu'il s'enfuit, il reçoit un appel de Barm qui lui dit d'aller voir le dernier message sur le forum de la Tour. Lorsqu'il le voit, Goth explose de rage en maudissant le nom de Louis. Louis a publié un défi ouvert pour un duel. Les termes sont fixés. Dans une semaine, à 13h au hall des arts martiaux. Elle s'est ouvertement moquée de lui, affirmant qu'il pouvait refuser s'il avait trop peur de se blesser. Une petite pique polie que Goth prend comme une insulte directe à sa fierté. Fou de rage, il jure de la battre à tel point qu'elle ne se relèvera plus jamais. De retour à l'hôpital, la fille n'est pas vraiment emballée par ce message. Elle a peur que sa magie d'incantation ne soit pas assez puissante pour abattre Goth dans un vrai duel. Pendant une seconde, elle soupçonne même C1 d'être un espion envoyé par Pierre Barm, mais il la rassure. Il lui explique sa stratégie, sa magie est instinctive et liée à son subconscient, mais l'Axide l'a terrifiée à l'idée de l'utiliser. Ce duel est la thérapie de choc dont elle a besoin pour briser son traumatisme. Quand elle s'inquiète qu'une défaite ne fasse qu'empirer son traumatisme, C1 lui assure qu'il a une confiance absolue en elle. À ce moment-là, C1 extrait d'elle une pierre de lien, qui s'avère être la pierre d'eau mourante, un matériau de qualité suprême spécialisé dans l'amplification des propriétés du mana imprégné dans un minerai. C'est le composant parfait pour son nouvel armement. Louis est momentanément soulagé, jusqu'à ce qu'elle voie C1 enfiler un gant pour son examen buccal, ce qui la pousse à lui aboyer des insultes. Pendant ce temps, les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre sur le campus. Les gens soupçonnent ouvertement Goth d'être le cerveau derrière la blessure de Louis, d'autant plus que c'est arrivé juste avant la sélection pour les bourses. Goth commence à sentir la pression. Il a déjà été réprimandé par son grand frère qui lui a dit de nettoyer ses dégâts. Il sait qu'il se réjouisse secrètement de son échec, espérant s'en servir comme excuse pour s'emparer de l'autorité sur les affiliations du groupe UR. Lorsque Pierre Barm débarque, Goth s'en prend à lui. Tout le monde sait qu'il était derrière le complot, et Goth est furieux car le plan initial consistait simplement à faire expulser ou emprisonner Louis. C'est Pierre qui a changé le plan pour la blesser physiquement. Pierre présente des excuses hypocrites, mais Goth ne veut pas de belles paroles. Il veut un plan solide pour garantir leur position en tant que successeur. Pierre le rassure d'un ton sombre, promettant qu'il a le moyen parfait de régler la situation.